Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est le Grand Forum, votre émission de référence qui vous emmène tranquillement jusque 18h, comme tous les jours d'ailleurs, sur France Maghreb 2, de 16h à 18h. Voici le programme. On va s'interroger à la petite sortie de Martin Hirsch qui s'interroge sur le fait de ne pas rendre gratuits les soins pour les non-vaccinés. Est-ce qu'il faut les rendre gratuits ou est-ce qu'il faut les faire payer ? Voilà le type de débat auquel on nous offre aujourd'hui et l'exercice auquel on va s'atteler, bien entendu. Et puis Darmanin, c'était dimanche dans le journal des dimanches, qui considère que Marine Le Pen est pour lui la plus dangereuse qu'elle pourrait mettre l'état du pays en France, si toutefois elle passait en état de guerre civile. On en reparlera bien sûr. Le zapping avec pas mal de petits trucs sympas, du Hidalgo malmené ce matin sur RMC, du Christiane Taubira malmené, elle, dans la rue. Tout ça c'est à suivre dans le LGF, bien sûr, sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, encore une fois. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Ils sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, une belle équipe représentée par quelqu'un qui est à l'heure aujourd'hui, ça a le mérite d'être signalé, peut-être le jeudi ça lui réussit mieux que le vendredi. Farid Tabsamani, bonjour mon Farid. Salut Christophe. Ouais. Farid Tabsamani dans l'intelligence économique, comment ça va mon Farid ? Très bien. Notamment, ouais. oui. Ouais, notamment, dans plein d'activités. Exactement. On va pas tout dévoiler parce que voilà, on va pas spolier non plus. Hein. Non, j'ai rien à cacher, mais tu as remarqué que j'étais à l'heure. Ça c'est vrai. Nabil Sama, consultant politique de la ville. Salut mon Nabil, comment ça va ? Super, magnifiquement bien. Donc enchanté et ravi d'être parmi vous. Alors Nabil, c'est le talent des cités, hein, tu sais ça ? Il est lauréat du talent des cités. Lauréat du talent des cités, absolument. Ouais. C'est le truc du Sénat, ça ? C'est ça. À l'époque. Ça existe toujours. C'est au Sénat, ouais. Moi j'ai été reçu et mon prix, on me l'a remis dans l'hémicycle du Sénat, en main propre du Bravo. François Lamy, qui était à l'époque ministre politique de la ville. Et maintenant, c'est à Bercy, maintenant, tous les ans. François Lamy, attends, il faut quand même rappeler aux auditeurs, ça remonte à pas mal de temps, c'était sous Hollande. Moi c'était en 2013, moi. Ouais, donc c'était bien sous Hollande, c'est ça. C'est ça, François Hollande. C'était sous Hollande. Ouais. François Hollande qui a fait une petite blague là, ce week-end dernier, vous avez vu ? Il s'est dit peut-être prêt à se présenter. Enfin. Oui. Ah. Bon, c'est une petite blague à la Hollande. Hein. Cela dit, grand blagueur dans l'âme. On peut dire ce qu'on veut sur lui, sur sa manière de gérer. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses à dire, mais humainement, ça a l'air d'être un type sympa. Ah, je sais pas. Moi, ça a l'air d'être un type rigolo en tout cas. Non, rigolo, ça c'est certain. Voilà, avec qui on s'ennuie pas, quoi, tu vois. Ça c'est certain. Voilà. Humainement parlant, je suis pas certain que ce soit vraiment un mec sympa. Ah ouais. Après, c'est vrai qu'il fait. En disant qu'on passerait une bonne soirée à table, quoi. Ouais, voilà. Oh non, moi j'irais plus avec Sarko. Tu t'amuses plus avec Sarko que. Alors je sais pas si tu t'amuses avec Sarko. Par contre, humainement parlant, Sarko est meilleur qu'Hollande. Humainement parlant. Oui, mais ça c'est sûr. Non, mais moi je parle en reconnaissance de cause, tu vois. Hollande, je l'ai jamais fréquenté, mais le peu que je sais, c'est qu'au PS, c'est des gens qui sont compliqués. C'est beaucoup des gens de façade, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est beaucoup des gens de façade, donc. Tarek Sassi qui va nous rejoindre, lui, à la tête du collectif Paris Anti-Crack, catcheur international tunisien, qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. On va commencer quand même le quiz. Il est en train de grapper la rue, Mathilde dit, là, donc il devrait pas tarder d'arriver. Ah bah il arrive, voilà, parce que quelqu'un peut aller lui ouvrir. Ouais, je vais l'ouvrir. Voilà, on va, comme ça se fait en direct, les enfants. Hein. Tarek Sassi qui arrive, toujours le live, c'est mieux, évidemment. Voilà. Alors, on a plein de choses à dire tout à l'heure, à débattre ensemble. Et évidemment, les auditrices et auditeurs sont comme d'habitude amenés à intervenir dans cette émission et en toute liberté au 01 40 33 9000 pour nous apporter votre éclairage, votre regard, votre sensibilité. Et ainsi, on débat ici sans langue de bois, bien entendu. Voilà, notre Tarek Sassi qui arrive essoufflé. Hein ? Oui. Ça va, mon Tarek ? Ça va. Hein. Qu'est-ce qui se passe, mon Tarek ? Bah écoute, on est reparti. Vas-y, va t'asseoir au micro, c'est mieux. Voilà. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? On est reparti quoi ? On est reparti sur la grande guerre contre le crack. Ah oui. Ah oui, avec tout ce qui se passe dans le 12e, à la Villette, dans le 18e, un petit peu partout. On est loin d'être sorti de l'auberge et puis tu te rappelles que tu m'avais dit que t'as jamais eu de problème à Châtelet. Oui, bah oui, heureusement pour moi. Bah hier j'ai fait une vidéo qui a fait scandale, où j'ai montré aujourd'hui que la sortie Saint-Eustache qui donne sur la ligne 4 du métro, bah c'était devenu une colline du crack à ciel ouvert.
Enfin, à ciel recouvert plutôt. Ouais. Voilà. Effectivement, alors on a vu qu'il voulait les installer dans le 12e, sauf que Hidalgo s'est opposé. Puis ce matin, il y a eu des journalistes qui ont été agressés apparemment de l'équipe de Morandini. Mais c'est ce qu'il près de la mérite, porte de la hein. Villette. Non, mérite pas. Non, arrête, commence pas à dire n'importe quoi. Les journalistes ne méritent pas de se faire agresser. Non. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Je te laisse pas dire ça. C'est pas possible. Les journalistes sont là pour faire leur travail. Peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils représentent. Un journaliste n'a pas à se faire agresser. Voilà. Mais qui que ce soit d'ailleurs. Qui que ce soit d'ailleurs n'a pas à se faire agresser. Je veux dire un moment. Au bout d'un moment, Quand ils ça m'ont suffit. agressé avec les 2 gardes du corps. Oui, mais ça ne tu justifie méritais pas. pas. Ça, ils avaient le droit. Ouais, mais Tarek, Mais ça l'équipe justifie de pas. Morandini, c'est une équipe de bandits J'aurais plus peur. qui sert les intérêts de Zemmour et de Bolloré. Donc il faut dire la vérité. Ouais, et ces gens-là ne c'est font pas un raccourci, journalisme intègre. Ouais. Ils ne font pas un journalisme intègre. Pour dire, les gens qui sont sur la même ligne politique, il y a eu des gens de valeur actuelle qui sont venus sur place pendant les manifestations. Ils étaient respectueux, ils ont emmerdé personne. Par contre, l'équipe de Morandini, c'est des fouilles merdes et c'est des gens qui ne respectent personne. Bon, ce Tarek Sassi, hein, voilà, vous l'avez compris, il est en forme. C'est parti pour le quiz des enfants. Le quiz. On va voir si t'es aussi en forme pour le quiz, tiens. Ah, t'inquiète pas, je vais être en forme. Tiens, Ouais. prends un café, Tarek. Ouais, prends un café, ça va t'aider. Son micro. Première question. Qu'est-ce qu'il a son micro? Non, Je m'en occupe. non, le casque. Ah, le casque, d'accord, le casque. Ok, c'est normal. Première question. C'est bon. Signature d'un accord de cessez-le-feu au Vietnam en 1973. Où s'est déroulée cette signature? Saigon. Port Non. d'Italie. Non, c'est raciste ça. C'est raciste. C'est pas au Vietnam, hein, Farid. Ah d'accord. Voilà. Ça concernait le Vietnam, mais c'était Bangkok. pas... Non, Moscou. non, Saigon. non. Non, Saigon, c'est le Vietnam. Cessez-le-feu au Vietnam. Tu peux nous les donner un accords- indice? Ouais. Quel pays? Chinatown, New York. Non. Non, c'est en Europe, les enfants. Ah, Non, Genève. Paris. À Genève. Paris. Bah, qui a dit Paris? Oui, c'est moi, c'est bravo. Nabil. Paris. Bah oui, c'est à Paris que les accords du Eh oui, cessez-le-feu eh au oui, Vietnam en ont plus- été signés en Vous 1973. savez pourquoi je l'ai trouvé? Pourquoi? Parce que dans Bien près du dans micro. X-Men, dans Ouais. X-Men, je crois que c'était le dernier X-Men, l'avant-dernier X-Men. Ils avaient tourné cette scène en fait. Il y avait une scène où t'avais Wolverine qui est remonté dans le temps. Alors Et du coup, c'est dans le 13ème ou pas? Et c'était la signature, Non. du traité de paix. Ouais, pour ça. c'est ça. Donc voilà. Bravo. Quel chanteur, messieurs, a poussé un coup de gueule Voilà, culture générale du mec. sur RTL? Il déclare Je hais notre époque, c'est de la merde. On ne peut plus conduire vite. On ne peut plus boire. On ne peut plus fumer. Jean-Pierre Coff. Non. Patrick Sébastien. Non. C'était récent? Oui, c'est récent, c'était hier. Il avait 75 ans d'ailleurs, hier, je crois. 75, oui. Ah, 75. C'est un chanteur. Un grand chanteur français. Michel Sardouille. Michel Sardou. bravo, j'ai- Bonne Au boulot, réponse. les feignasses. Voilà, Michel Sardou qui a poussé un coup Alors, de je t'ai gueule. posé- Je le savais que ça Ça, c'est marrant parce qu'il pose régulièrement ce coup de gueule en fait. Ouais, bah. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Sommes des années 80. Il peut plus boire, il peut plus fumer, il peut plus conduire vite. On peut plus boire. Voilà. Tarek Sassi marque son point. Attention, Ah. je cherche un acteur français. Il est mort, lui, en 1983. Facile, hein. Si je donne juste le nom du film, vous allez trouver Attends. tout de suite. Valseuse. Non. Coluche. Non. De Funès. Non, c'est De 86. Funès. Bonne réponse. Coluche, pareil. c'est 86, bordel de merde. Le gendarme de Saint-Tropez ou encore Cornio. ou- Voilà, Louis de Meilleur, Funès. c'était le meilleur de Funès. Décédé donc en 1983. Monsieur Louis de Funès, bravo. Égalité parfaite. 1 partout. Ouais. Attention. Quelle icône de la pop music, a annoncé être positif au Covid-19. Elton John. Elton John, bonne réponse. 74 ans pour notre ami Elton John. Je dédie cette réponse à mon ami Feu Philippe Gervis. Très bien. Personne n'a compris, mais lui l'aura compris. Elton John, bonne réponse, donc il y a le Covid. Je vous souhaite un prompt rétablissement, Elton John. Léger avantage pour Tarek Sassi. Je cherche à présent un journaliste, animateur de télé. Il est mort, lui, en 2019. Il a été à la tête d'une immense émission de 1987 à 1994 sur France 3, FR3. C'est le cas de Thalassa, putain. Non, c'est pas Thalassa. Il est mort quand? Il est mort en 2019. C'est récent. C'est récent. Un grand animateur, J'ai peur de journaliste. dire des bêtises. Non, mais j'ai de pas de gens bêtises, qui sont vas-y. des gens qui Tente. sont pas décédés. non. 1987, hein. De 1987 à 1994, émission à succès que tout le monde connaît.
qu'il a animé sur France 3, FR3. Ça peut pas être Michel Drucker. Non, mais il est pas immortel. mort. Il est immortel, lui. C'est pour ça que je parle. Attends, c'était sur France 3. Oui, FR3 et France 3, je dis ça parce que je crois qu'il y a eu le groupe France Télévisions qui s'est créé, je crois, en 1992-93. Et donc quand il a pas de commencé, la rue, c'était ça remonte à- Et en FR3. 2019, tu dis. Il est mort en 2019, oui, absolument. C'est récent, 2019. Oui. Je passe. Je donne un indice, son prénom peut-être Ouais. Henri. Salvador. Henri Calvi. Non, Non. t'es pas animateur de télé, Bah Henri oui. Salvador, Paris. Bah, tu me dis Henri Reichmann. Non, j'ai adoré avec la certitude qu'il a dit ça. Oui. Bon, je te donne un nouvel indice. Son émission à succès qu'il a animée s'appelait Le Divan. Ah, c'est. Oui, avec les cheveux blancs. Henri. J'ai oublié. Ouais, Non. t'es pas loin. Non, c'est pas du. Ça n'a Non, rien non. à voir. C'est tout simple. Henri Toscan s'est planté. Ouais, tu t'es planté, ouais. Ouais. Ça, c'est clair. Ça vient des inconnus, ça. Ouais. En tout cas, il avait une bonne émission. Oui, une émission dans laquelle il invitait des invités. C'était une émission un peu confidence. Comme le nom l'indique, c'était sur le divan, voilà. Des petites Christophe, confessions. j'ai Un adoré. mec brillant. Henri Chapier, les enfants. Eh oui, Chapier. Bah Ah, Oh, Bien sûr. franchement. Personne savait le. Oui, bien sûr. Je suis un peu- Ah, mais T'as 94. vu Il invitait des invités dans son émission. c'est ça que c'est- 94, quand Oui, même. bah oui, il invitait des émissions, mais c'était une émission un peu Non, mais- confidence, tu vois. Sauf que, Christophe, Eh, vous avez drôle de références. Eh, les c'est gars. comme si je te disais qui présentait l'émission Ex Libris. Chapier. Même pour le dire, j'arrive pas. En tout cas, c'était pas toi, ça c'est sûr. On peut pas réduire l'œuvre d'Henri Chapier à uniquement cette émission. Non, mais j'ai pas dit que je réduisais à Ouais, son tout à fait. émission. Non, mais parce que Henri Chapier, c'est un monsieur de la télé. Oui. Un grand monsieur de la télé. Oui, absolument. Beaucoup plus Ah, ancien. mais toi, tu connais, moi, je connais pas. Oui, C'est vrai Bah ouais, mais Et il pourtant, on a connaît le même pas, âge. lui. Hein. Ouais, Non, c'est un grand monsieur de la télé. qu'est-ce que t'en sais pourtant, qu'on a le même je- âge Hein Qu'est-ce que t'en sais qu'on a le même âge J'étais au lycée avec lui, on était collés ensemble. Ah ouais, bien sûr, oui. Allez, je cherche à présent un musicien-compositeur. Il est né en Autriche en 1756. Autriche, Cherchez où ces questions Blitz, Non, mais voilà, il fait exprès. Ravel. Arnold Schwarzenegger. Autrichien, Eh, autrichien. mais- Autrichien, mais soyez Arnold sérieux. Schwarzenegger. 1800. Mais non, c'est Un c'est musicien-compositeur né en Autriche en 1756. Maître Comme Gims. tout le monde a trouvé. Les Mozart. auditeurs ont trou- Beethoven. Mozart. Je l'ai dit tout à l'heure. Quoi, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai Bon, pas c'est pas entendu. grave, c'est pas grave. Je te jure, l'as j'ai pas dit entendu. Ouais, non, Marley, c'est pas grave. Bah T'es non, sûr bien sûr Oui. que non. Félicitations à Tarek. Dernière question. Je cherche une femme politique française. Elle est née elle en 1934 et elle est toujours vivante. Elle fut Premier ministre de la France. Edith Cresson. Bah oui, Edith Cresson. bravo. Yeah, 4, Alors je 4, crois, 4. si je dis pas de bêtises, ça a été le plus court mandat pour Ouais. un Premier ministre. Ça a été en fait du 15 mai 1991 au 2 avril 1992. Ça a été très rapide. Hein. Ouais. C'était sous François Mitterrand, Edith Cresson, une bonne réponse. Et 1934, elle est toujours là. Edith Je suis à Cresson. combien là? J'en sais rien, mais Je t'as suis à gagné. 4. T'as gagné en tout cas. 1, ça fait 3 semaines de suite depuis que j'ai eu Tiens, le Covid que je- je gagne. Juste Félicitations. pour le fun, écoutez Sardou, son petit coup de gueule. Celle qui dit ah, c'est de la merde à cette époque. On peut plus conduire vite, on peut plus boire, on peut plus fumer, on peut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Très aigri, hein. Très aigri notre Michel, hein, franchement. Michel Sardou, voilà. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, un zapping qui va vous faire débattre sur tous les sujets. On va parler d'un scandale. Vous avez suivi le scandale des EHPAD, là, d'un groupe d'EHPAD, c'est absolument ouf, incroyable. Mais tout le monde, c'est pas un secret de Polichinelle aussi, hein, tout le monde le savait ça. Alors l'auteur du livre apparemment révèle qu'on lui aurait proposé 15 millions pour Ouais. qu'il ne sorte pas le livre. Hein. Moi je les aurais pris, hein. Je rigole. Ouais, je te reconnais bien là. Ah ouais, Hein, je les prends, moi. je te reconnais bien. Et on verra quand même que notre société se déshumanise avec l'histoire de ce photographe qui a fait une chute. C'est fou. Rue Turbigo en plus. Ouais, et voilà, a été le secouru que le lendemain matin. C'est un truc de fou. Il restait 9h ou En 6 plein Paris. Non, 12 heures. 8 heures. 8h. 8 heures en plein Paris comme ça. Il a été découvert par un SDF qui ensuite a donné l'alerte et ensuite voilà. Bah, c'était trop tard malheureusement. Je suis même pas étonné. Moi. Il est décédé. Oui, on en reparle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000, des sujets qui vont vous faire réagir, j'en suis sûr. Je sens le Tarak chaud comme une patate. Comme d'habitude. Comme d'habitude, hein. Mais sinon, les journalistes, on les laisse tranquilles, le Tarak, on est d'accord. Bah, la plupart des journalistes. Non, mais sérieusement. après, Coude. La clique à Morandini. Non, mais arrête. Calotte de sel. Pour moi, c'est pas des journalistes. Hein. Oui, mais peut-être, mais c'est des journalistes quand même. Tu sais que c'est des journalistes en plus pour la plupart qui sortent de l'école, qu'on envoie sur le terrain. Tu peux pas dire qu'ils méritent d'être agressés. Ah non. Vraiment.
Je t'assure. Non. Bon, Bah c'est si, vrai, non, allez, je m'excuse. Voilà, merci. Non mais je veux pas avoir d'ennui, moi, tu vois ce que je veux dire. Et je veux pas que t'en aies non Je suis plus. d'accord avec toi, mais il faut voir aussi le comportement agressif qu'ils ont eu envers moi quand ils ont voulu imposer Stanislas Rigaud à Porte de la Villette. Oui, bah écoutez. Et que au final, on les voit servir une idéologie raciste et qu'on doit fermer notre gueule alors que nous sommes les premières victimes de la situation. Tiens, je voudrais avoir juste votre avis rapidement sur ce type d'émission à caractère politique. C'est la deuxième de Face à Baba, animée par Cyril Hanouna, qui reçoit ce soir, après avoir reçu Éric Zemmour, d'ailleurs, qui sera sur le plateau ce soir pour débattre face à Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes client de ce genre d'émission, Farid ? Comme par hasard, ça veut dire Éric Zemmour sera là pour interroger Mélenchon. Non, Mélenchon est l'invité principal et Ouais. parmi les débats qu'il va y avoir, il y aura Mélenchon. Christophe, Zemmour, je peux répondre. pardon. Oui, comme Ouais. d'habitude. Ouais. Alors, Farid, est-ce que tu es client de ce genre d'émission ? Non, Non. pas trop, mais après c'est bien si ça permet à certains publics de regarder, de s'intéresser un peu plus à la politique. Ouais. Nabil ? Voilà, moi je trouve c'est de l'entertainment à l'américaine. Je trouve que c'est vraiment de la Il merde. ridiculise. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil politique, c'est l'outil majeur de construction d'une société actuelle ou future. Faut le savoir. Et ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de dénaturer même le débat politique parce que c'est fou, hein, c'est fou. Mais il y a eu un sondage qui disait que comment dire. Le débat politique, que cette élection politique allait se jouer médiatiquement autour de cette émission, autour de Cyril Hanouna. C'était l'émission la plus influente, la plus On le voit récemment. voilà. Ouais. Et c'est là que tu te dis qu'il y a un échec quelque part. Non, il y a un échec. Je sais Moi je pas. tempérerais. Ouais, moi aussi, je suis un peu tempéré. Quand tu sais la moyenne d'âge de l'électeur à la présidentielle, je suis pas certain qu'il regarde Cyril Hanouna. Si. Bah, les jeunes, ils regardent. En plus, Les jeunes, oui. Oui, les tu jeunes. dis tu dis la moyenne d'âge, bah ça se voit que tu la connais pas, la moyenne d'âge. Tu sais que Cyril Hanouna, t'as des gens qui Je parle de l'électeur à la présidentielle. Ah, mais même les électeurs, même les électeurs. Bon, en tout cas, moi, ce que je connais, Oui, c'est la ménagère qui attend son écran pub et c'est maintenant. À tout de suite. fameuse ménagère Tu sais de moins de qui tu vas 50 ans. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec une belle petite brochette aujourd'hui. Mon Farid Tabsamani, il est là en ce jeudi. Dans l'intelligence économique, il est notre Farid, entre autres. Ouais. Nabil Sama, consultant en politique de la ville. Monsieur Tarek Sassi, et lui, membre du collectif, fondateur du collectif Paris Anti-Crack, mais aussi catcheur international. T'en es où là dans tes prestations sportives, mon nom Tarek? Ça revient, ça s'entraîne ou pas? On Casseur de espère, bouche. là, avec les annonces à partir du 6 février, on espère reprendre fin février, début mars. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, le catch n'a rien à voir avec le MMA, on est d'accord? C'est proche parce que beaucoup de catcheurs. Ouais, mais ça se passe pas dans la cage. Non, oui, il y a de la cage aussi. Ah, il y a de la cage aussi, d'accord. Des fois, il y a des stipulations. Parce qu'il y a- Mais beaucoup de catcheurs, dont Brock Lesnar, ont travaillé à l'UFC, sont devenus champions et ils font partie des meilleurs. Rapproche-toi du micro, mon Tarek, s'il te plaît, hein, Ok. pour Ah, t'entraîner comme ça. pour ce soir. Je suis proche de vous. Voilà, c'est ça. On y va pour les zappings, les enfants, c'est parti. En plus, on a plein de choses à écouter, plein de choses à commenter. Mettez vos casques, on y va. Alors pour commencer ce zapping, le scandale des EHPAD Orpea qui évidemment fait l'actu avec la sortie de ce livre qui dénonce donc évidemment ce qui se passe et comment sont traités les patients dans cet EHPAD. Reportage, explication, écoutez. Ils disent avoir vécu les toilettes chronométrées, les cadences infernales, mais aussi la nourriture qu'on distribue avec parcimonie à des résidents pourtant fragiles. Ils pèsent les assiettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses. Faut que l'assiette respecte un certain poids. Il y a des personnes qui sont laissées inchangées toute la journée, qui restent dans leurs urines, dans leur selle toute la journée. Ce n'est que du chiffre, c'est des numéros. Quand il y a un décès 24 heures après, vous pouvez être sûr que la chambre est vidée et remplacée par un nouvel arrivant. Voilà ce qui se passe à peu près dans ce genre d'EHPAD. C'est un scandale, Farid ? Bien sûr que c'est un scandale, mais c'est pas un secret, je veux dire. On assiste à quoi? On assiste finalement au fait qu'un journaliste ait eu le courage d'enquêter en la matière, mais c'est uniquement le rapport notamment à la mort dans ce pays et le rapport à ce qu'on appelle l'industrialisation ou la financiarisation du troisième âge. Tout simplement. Ouais. Quand on n'a pas les moyens de rester à domicile parce que ça coûte extrêmement cher, et ben du coup vous passez. C'est très cher hein, dans les EHPAD. Hein. Et c'est extrêmement cher. C'est privé, je crois d'ailleurs, Orpea. Orpea, c'est un groupe privé de mémoire. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils perçoivent du financement, notamment public.
Donc voilà, c'est le vrai scandale. Il est pour moi, il est depuis qu'en fait il y a du financement public sur ce type de prestations, et c'est un vrai débat. C'est un véritable débat. Pourquoi en fait on utilise ce type de structure? C'est parce qu'en fait les gens ne peuvent pas garder à domicile parfois, parce que les gens sont souffrants, parce les gens que travaillent, etc. Et c'est un vrai débat. Et très souvent dans la communauté, notamment maghrébine, pour faire simple, c'est un tabou. Par exemple, on se dit, bon, bah, de toute façon, nous, on a la chance parfois d'avoir un pays d'origine. Donc, du coup, quand on n'a pas la possibilité d'accueillir, et j'espère, enfin, je le souhaite à tout le monde, mais d'accueillir ses propres parents à domicile, on se lave les mains en se disant, de toute façon, ils vont au bled et il y a forcément un cousin, une cousine. Sauf qu'en France, parfois, c'est un peu plus compliqué. Ouais, effectivement. Et ça coûte très, très, très cher, Nabil. Ça coûte 2000 balles, 2500 balles, parfois, voire plus. Alors, effectivement, c'est assez coûteux. Malheureusement, c'est plus profond que ça, le malaise. Le malaise, il est déjà humainement, et il est d'une manière sociétale et culturelle. Je dirais même culturelle, malheureusement. Et je remercie Tariq d'avoir souligné cette question, puisque effectivement, il y a une forme d'hypocrisie. C'est Farid. Farid, désolé. Tariq, c'est à ta gauche. Voilà. C'est qu'il y a une forme d'hypocrisie malheureusement qui va nous rattraper, parce qu'il nous rattrape aussi, nous, première ou deuxième ou troisième génération de Français de confession musulmane, parce qu'effectivement, il faut dire la réalité, c'est péché chez nous. Nos parents nous ont mis au monde, et c'est une fierté de pouvoir s'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur vie, et de pouvoir leur rendre le plus agréable possible l'accompagnement jusque à ce qu'on sait qu'est la mort. Malheureusement, nous sommes aussi rattrapés par cette société qui nous structure dans une consommation de masse, parce que nous-mêmes nous sommes consommés dans cette et je remercie Farid. C'est philosophique ce que tu dis. Non, mais c'est tout à fait la vérité. C'est tout à fait la vérité. C'est une question de société qu'il faut se poser, parce qu'arriver à un moment, c'est jusqu'à quand, en fait, jusqu'à quand on va arriver dans la déshumanisation de ces aînés, parce que là, ce qui se passe dans les EHPAD, c'est pas d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, accrochez-vous juste, je vous donne juste un exemple, un chiffre. Ce qu'il faut savoir, que effectivement, vous parliez tout à l'heure de financement public, parce que c'est une obligation. Ce qu'il faut savoir, écoutez, je donne juste un exemple. Le créateur de ce groupe industriel a vendu ses parts dernièrement, et qui représentait seulement 7%. Il a vendu 7% de ses parts. Il faisait partie d'un des derniers actionnaires majoritaires. Il a vendu 7% de ses parts, et 7% de ses parts se sont vendus 478 millions d'euros. Pour vous donner un exemple de ce que ça représente aujourd'hui, le marché. Donc en fait, effectivement, on est dans une problématique de société où qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait passer l'humain avant l'argent? Aujourd'hui, on voit que oui. Parce que si on n'est pas capable de... Je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, le problème en France, c'est les jeunes et c'est les anciens. Les actifs, tant qu'ils sont actifs, ils rapportent de l'argent, ils sont dans la boucle. Et à l'heure actuelle, il y a une problématique. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qu'on n'arrive pas à guider vers des voies de professionnalisation, même au niveau de leurs études? Et qu'est-ce qu'on fait de nos anciens? Et cette problématique-là, vous savez, elle est problématique sur tout le territoire français. Que ce soit dans le milieu rural, urbain ou urbain. Et c'est vraiment un problème de société. Et que vous soyez français, de confession musulmane ou autre, vous vous faites lobotomiser par cette machine qu'est la société. Tariq, les EHPAD. Moi, déjà, je voudrais saluer ce que je viens d'entendre. C'est incroyable. Quand est-ce que tu écris un bouquin? C'est incroyable ce que tu dis. N'importe quoi. Non, wallah, non, je te jure, j'ai kiffé. J'ai bu toutes tes paroles. Je vois même pas ce que j'ai à rajouter. Bon, c'est bien. Alors, on passe à autre chose alors. Tu t'as rien à rajouter, c'est bon. On passe à autre chose. Oui. Tu seras peut-être plus inspiré par la suite d'ailleurs. Il a tout dit, je vais pas me répéter, il a tout dit. Ouais, non mais d'accord, j'ai compris. Alors que la primaire populaire, vous savez que c'est ouvert aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui que ils peuvent voter. Et Christiane Taubira a eu quelques réflexions dans la rue, pas très sympa. Écoutez, elle a été rattrapée par son passé, Christiane Taubira. Madame Taubira, pourquoi être resté 4 ans durant dans le gouvernement de Hollande aux côtés de Valls, de Macron, d'El Khomri, gouvernement qui a mené une politique des plus antisociales? Toutes ces lois qui ont trahi la gauche. L'action de Valls, qui a eu des propos racistes. Oui, je suis restée 4 ans dans ce gouvernement et je suis fière des combats que j'y ai menés. Je ne les ai pas tous gagnés. Je suis partie sur un désaccord politique. Je ne suis pas partie par caprice. Voilà, Christiane Taubira, Tariq, t'as inspiré ou pas? Écoute, on dit juste la vérité. Christiane Taubira est la responsable de la défaite de Jospin. Christiane Taubira est une personne qui a trahi à plusieurs reprises ses convictions, qui est mondaine, qui me rappelle beaucoup dans ce qu'elle fait Daniel Obono, et elle est de gauche qu'à la télé.
Elle est de gauche qu'à la télé. Moi, Gauche caviar. J'aimerais savoir où elle mange à midi. Ces gens-là qui parlent constamment des pauvres et des chariots des pauvres. Bon, à la limite, Ruffin, il est un petit peu plus dans le truc. À Amiens, malheureusement, Amiens, c'est la Roumanie. Mais Mélenchon. Ruffin. Non. J'ai vécu 2 ans. J'ai vécu 2 ans à Amiens. Je sais de quoi je parle. Tu peux pas dire la Roumanie. Nabil, ton micro, il met lui un coup dans la tronche. Ruffin, c'est mon pote. Je peux dire que c'est un mec qui porte ses couilles et il faut voir ce qu'il fait. Et Ruffin, c'est pas un mec pauvre. Ouais. C'est un pur produit de la bourgeoisie de gauche. C'est un pur produit de la bourgeoisie, et pour moi, il est plus crédible que Mélenchon. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas dire Il est plus crédible que Mélenchon et les 3/4 des. Mais là, on était sur Taubira. Oui, Taubira. Pour ce qui est de Taubira, elle est dans le même moule. Elle est dans le même moule. Elle est dans le même moule. Elle est dans exactement pareil. Elle a voulu exister politiquement. Elle veut réexister maintenant, 20 ans après. Quasiment 20 ans après l'élection qu'elle a fait perdre à Lionel Jospin. Elle essaie de refaire la même chose. Et c'est rebelote. Et ce message qui lui rappelle à la gueule qu'elle a bossé avec Valls, qu'elle a bossé avec Hollande, qui était pour Merci Tarek. Enlever la nationalité française aux personnes qui seraient condamnées. Elle était contre. Elle aurait pu démissionner. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait, voilà. Tarek. Elle a démissionné. Elle a quand même un drôle de parcours quand même. Voilà. Notre cher ami qui vient de Guyane, parce que tu sais, au début, elle avait ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était pas de gauche à la base. Hein. Puis même, elle avait fait perdre un homme politique de gauche pour essayer de s'imposer avec un parti. Lionel Jospin. Oui. Donc il faut pas croire. 2002, oui. Bon, Farid, Taubira. Moi, contrairement à c'est pas un auditeur, mais contrairement à la personne qui l'interpelle, qui est sur sa présence sous le gouvernement de Hollande, moi j'ai envie de lui dire à Taubira, qu'est-ce qu'elle a fait depuis que Macron est arrivé? Rien. Est-ce qu'elle a participé à redresser justement la gauche? Vous savez très bien que moi je suis pas foncièrement de gauche, mais elle vient quelques semaines avant l'élection présidentielle pour foutre sa merde un peu plus. C'est ça. Mais en réalité, les gens, je pense véritablement aux sympathisants de gauche, aux gens sincères. Eh ben, ils auraient peut-être voulu qu'elle s'engage, qu'elle mette les mains dans le cambouis depuis l'élection de Macron. Ils étaient absents. Or, elle a dormi pendant façon de parler. Elle a dormi. Elle a notamment dormi, effectivement, pendant 4 ans. De temps en temps, elle sortait quand il y avait Assa Traoré ou un truc comme ça. Oui, non mais... On sait très bien qui est Christiane Taubira. Christiane Taubira est un logiciel particulier et moi j'en démords pas, c'est d'installer l'extrême droite en France tout simplement pour reconstruire quelque chose. Enfin, merci. Voilà, c'est quelque chose de sensé et de courageux que j'entends là. Voilà. Bravo. Parce que vous savez, moi je suis ça va aller distribuer les bons points là. Est-ce que je peux m'exprimer là-dessus? Pour une fois que j'ai des bons points dans l'émission. Oui, Nabil. N'oubliez pas, moi je suis né dans une terre de gauche. Je suis né dans la Nièvre. Le terreau de François Mitterrand. J'ai grandi avec tous ses amis. Pierre Bérégovoy. Voilà, et Pierre Bérégovoy qui était feu le maire de Nevers. Père son âme. Voilà. Et qui était un vrai homme, lui, de gauche. Un vrai homme, un tourneur-fraiseur, un mec qui s'était imposé dans la politique, qui représentait vraiment la politique sociale, celle qu'on aimait, celle que nos parents aimaient. Parce qu'il faut pas oublier la valeur travail. C'était ça pour nous, la gauche. Et oui, on a tous été trahis parce que, en fait, tous ces gens-là ont trahi. Ah, si. Tous ces gens-là nous ont trahis et aujourd'hui, il faut que ça cesse. Par contre, moi, je vais pas vous trahir parce que j'ai une petite page de pub et on continue. Allez, c'est parti tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec une sacrée équipe aujourd'hui. Je vais avoir du mal à tenir jusqu'à 18h, mais vous inquiétez pas. Tarek Sassi, monsieur Nabil Sama et Farid Tamsamani sont avec nous. Il y a Mehdi qui nous a rejoint au téléphone au 01 40 33 9 pile parce que le peuple s'exprime dans cette émission et ça peut faire mal. Ça peut vous tomber dessus, les amis. Mehdi, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir messieurs. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. On t'écoute, pour nos chers amis de gauche là. Ouais. C'est pas franchement un plateau de gauche aujourd'hui. La gauche n'a jamais été la gauche. Hein. La gauche a toujours trahi. Bravo. Merci, bravo monsieur. Ouais. La gauche a toujours trahi. Oui, la gauche a toujours trahi. La gauche n'a jamais fait de la gauche. D'accord, mais est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y, pose question, Farid Tamsamani. Alors comment expliquez-vous qu'il y a encore beaucoup de gens qui votent à gauche, on va dire chez les gens qui ont à peu près le même parcours que nous? Les gens, ils croient au Père Noël. Les fanatiques. Par défaut. Par défaut, oui.
Il y a des gens qui croient qu'un jour le PSG va gagner la Coupe de la Ligue. Calme-toi, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu parles du PSG là? C'est fou, et comme un jour ils croient aussi que l'OM l'OM va gagner la CAN, c'est ça, Christophe? Ouais. Comme aussi il y a des gens qui croient que l'OM va gagner une coupe. Ouais. C'est ça, les gens ils croient, ils ont envie de croire. Bah écoute, merci mon Mehdi. Donc t'es pas de gauche, toi. Tu vas voter. Est-ce que, sans dire qui d'ailleurs, est-ce que t'as fait ton choix pour la prochaine élection, mon Mehdi? Écoute, en fait, c'est même plus une question de choix aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est en démocratie parce que on est libre. Hein, bien sûr, on est en France, c'est un pays. Mais au niveau de l'élection présidentielle, je pense que on a un grand problème démocratique et que tous les 5 ans, on nous met un président soi-disant pour faire une bonne réforme, une bonne et une vraie réforme qui fait muter le pays. Juste une seule, il ne la fait pas. Une seule réforme, une vraie réforme qui met dans le pays dans le droit chemin. Juste une réforme en 5 ans. Et bien même ça, ils n'y arrivent pas. Une seule vraie réforme, ils n'y arrivent pas. Ouais. Bon, merci mon Mehdi en tout cas de ton appel 01 40 33 9000 évidemment pour nous rejoindre et pour commenter l'actu avec nous que nous décortiquons avec notre style, avec le style de Farid, de Nabil et de Tarek aujourd'hui. Alors preuve que notre société se déshumanise à l'image de ce photographe qui évidemment a fait un malaise à Paris. Il a été secouru que le lendemain. Écoutez cette histoire absolument moi qui m'horrifie. René Robert était un photographe de renom. À 84 ans, il est mort la semaine dernière en plein cœur de Paris, sur ce trottoir, sous le regard indifférent des passants. Mardi dernier, vers 21h, le photographe fait un malaise en pleine rue, s'écroule devant cette porte inconscient. Les secours ne sont alertés que le lendemain matin par un SDF. Il est trop tard pour sauver l'octogénaire en état d'hypothermie. Absolument incroyable, Nabil, quand même. Malheureusement, c'est l'individualisme même total de cette société qui... Franchement, moi, déjà, je voudrais dire paix à son âme. Rahmo à cet homme, à cet artiste, à ce photographe. Et honnêtement, c'est le reflet malheureusement de cette société. Et je ne sais que dire et à part mais je suis même un peu choqué. Voilà, je suis même un peu choqué. On est tous un peu coupables parce que c'est vrai qu'on qui regarde, enfin je veux dire ne serait-ce que les SDF d'ailleurs entre parenthèses, Macron avait promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue. Bon, rien que pour ça, il mérite. Il y a 300 000 SDF dans les rues aujourd'hui en France. Donc, je peux rajouter juste un truc. Tu parlais de Macron. J'habite à 600 mètres, et c'est véridique, de l'Élysée. Ouais. Je passe tous les jours devant l'Élysée. Et le soir, quand je rentre de soirée, je passe devant l'Élysée. Il y a un jardin qui se trouve juste derrière, on appelle ça le jardin de l'Élysée. Tu peux même pas t'imaginer le nombre de SDF qui squattent ce parc. C'est une honte. Et j'ai jamais compris pourquoi. Il n'y a jamais eu une action qui a été menée. Macron qui dit qu'il n'y aura plus d'SDF alors qu'il y a au moins une centaine de SDF qui dorment au pied de l'Élysée. Il faut le savoir, ça. C'est scandaleux. Farid, rien d'autre à rajouter? Si, parce que des SDF qui décèdent dans les rues de Paris ou dans les rues de communes en France, en fait, malheureusement, il y en a régulièrement. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, avec ces froids, ces températures en ce moment. Exactement. Ouais. Moi, ce qui je trouve un peu navrant, alors au-delà de cette personne-là et de ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il est tombé que personne ne l'ait secouru, c'est qu'on parle précisément de lui parce que justement, c'était un artiste reconnu. D'accord. Bien sûr, il mérite qu'on parle de lui, mais moi, je voudrais qu'on parle également de tous les SDF qui meurent régulièrement dans nos rues et notamment les hivers. Et pas que les hivers, parce qu'on pense qu'en fait, les gens meurent que l'hiver dans les rues, mais c'est également le reste de l'année, au printemps et en été. Et moi, parce que vous parlez notamment de la promesse d'Emmanuel Macron, moi je pense qu'en fait, tout homme politique qui se respecte ne devrait pas aborder ce sujet-là. En tout cas, ne devrait pas la mettre dans une promesse. Parce qu'en fait, c'est tellement complexe. Il devrait être dans l'action plutôt. Exactement. Qu'ils la ferment et qu'ils essayent de faire quelque chose sur cette thématique-là. Et pour pas rentrer dans les détails, mais pour appartenir à une association qui notamment fait des maraudes. Oui. Qu'on salue d'ailleurs, pour les ces quartiers. Voilà, et toutes les autres associations qui sont sur le terrain régulièrement sur les maraudes, je peux vous garantir, en tout cas moi, une des limites qui m'a toujours un peu vexé à titre personnel, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans les rues de Paris, vous êtes sûr de ne pas mourir de faim.
Je peux même vous garantir. Vous avez tellement, il y a d'associations qui œuvrent et on les salue positivement. Et gâchis dans les poubelles. Voilà. Et vous êtes sûr de pas pouvoir, de pas mourir de faim. Par contre, on n'a pas travaillé sur un élément et c'est toujours plus complexe. L'hébergement. C'est de travailler justement sur l'hébergement et surtout la réinsertion de ces gens-là. Bah oui. La difficulté, elle est là. C'est pour ça que voilà, c'était mon coup de gueule d'une certaine manière. Mais ces sujets-là, moi, ça me fait toujours mal au cœur. Et quand on a des actualités comme celle-ci, alors elle nous rappelle qu'il y a d'autres SDF qui en meurent. Bien sûr. Et c'est très complexe parce que il suffit pas d'avoir un bon sentiment. C'est beaucoup plus complexe que ça de sortir ces gens-là de la difficulté. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que moi je mène des actions et tu sais dans mon travail il y a 3 choses. Il y a la sécurité, l'insertion et la réinsertion. Donc effectivement malheureusement ce qui se passe c'est que et tout à l'heure Christophe avait raison, on est tous coupables. Ce qu'il faut savoir, on est tous coupables. C'est comme quand tu sais être SDF, c'est comme si tu faisais de la prison. Tu vois. Quand tu sors de prison, ça te colle à la peau. Tu vois ce que je veux dire. Et quand t'es SDF, ça te colle à la peau aussi. Parce que dans les consciences collectives de notre société, il y a un malaise vis-à-vis du fait qu'en France, le fait de mettre un genou à terre, c'est un signe de faiblesse et c'est un signe, voilà, comment dire, c'est comme si tu portais un stigmate à vie, indélébile. Et ça, on est tous responsables là-dessus. Et la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme la prison, tout comme la rue, ça, moi je l'ai appris, ça, tu vois, parce que on est très présent sur le terrain. Tu sais que ça te rend fou, ça te rend dingue la rue. C'est-à-dire que psychologiquement et même humainement, t'es hyper impacté. Et c'est extrêmement compliqué de te réinsérer dans la vie active. Tu vois ce que je veux dire mais pour rebondir sur ce que tu dis, un peu comme d'ailleurs les toxicomanes sur le crack où l'espérance de vie en fait elle est extrêmement réduite. C'est une des raisons pour laquelle en fait les politiques en tout cas les acteurs politiques et des collectivités s'en soucient très peu, c'est parce qu'en fait, on sait pertinemment que l'espérance de vie est très réduite. Chez les SDF, c'est pareil. Lorsque vous devenez SDF, il y a des tas de choses qui font que vous avez certaines pathologies et en vérité, vous allez en avoir d'autres. Il y a quand même, moi je tiens quand même à rappeler quelque chose de très important. Parce que moi j'ai été SDF pendant 10 ans et je connais très très bien comment ça se passe, mais je me suis toujours arrangé pour jamais vivre à la rue. Quand d'autres se retrouvaient à galérer, avaient des hauts, des bas et compagnie. Il y a tout un système aujourd'hui, même associatif, qui font que ces gens tombent en déshérence, finissent alcooliques, finissent toxicomanes, et ces gens-là, ils peuvent durer des décennies. Des décennies, vraiment des décennies, jusqu'à ce qu'ils meurent, et puis on leur donne des surnoms du style « Oh non, il était devant le bar, il était trop gentil avec sa guitare, et ses dents qui manquent. » C'était ça. Mais il faut revenir au cœur du sujet. Ce photographe est mort. Je pense pas qu'il était habillé comme un SDF. Je pense qu'il était quand même bien habillé. Et quand il est tombé dans les pommes devant tout le monde, comment ça se fait qu'il y a personne qui est venu ? C'est ça la question. C'est ça le pire. C'est quand même, il a fallu attendre 9 heures et que ce soit un SDF qui lui-même demande de l'aide, qui soit venu l'aider. Et moi, je veux pas qu'on me jette des fleurs, mais si à travers mon histoire, je peux inciter des comportements, je serais très content parce que c'est militant ce que j'ai fait. À plusieurs reprises, j'assiste à des agressions ou de la drague vraiment agressive. Je veux pas faire mon féministe. Bouge pas Tarak, je veux pas te couper, mais juste on se débarrasse de la pub et tu nous fais part de ton expérience dans un instant. Et on aura Karim aussi qui souhaite vous poser une question à tous les trois. Sans problème. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Sassi, Farid Tabsamani, Nabil Sama. Tarek, tu nous parlais donc effectivement, on rappelait donc ce photographe qui est mort après une chute et il a été secouru que 8 heures plus tard, découvert par un SDF. Toi, tu as été SDF pendant 10 ans. Oui, j'ai donc été ça te parle. J'ai été SDF pendant 10 ans, oui, ça me parle. Mais c'est souvent les plus faibles et les plus démunis qui ont cet instinct. Et en fait, c'est significatif d'un comportement global, je crois, qui existe depuis la nuit des temps. Et je disais que à travers des actions que j'ai faites, si je peux inciter d'autres à faire et non pas chercher à avoir quoi que ce soit comme gloire, parce que j'ai pas besoin de ça. Ouais. Le nombre de fois où est-ce que je vois des filles limite se faire agresser parce que elles veulent pas répondre à une drague parce qu'elles sont soit en couple, soit fatiguées, soit elles veulent rentrer. Ce qui s'est passé dans le métro avec du monde à la station Charonne, une femme qui revenait des bureaux, qui avait 40 ans, commence à se faire draguer par un toxicomane. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Donc déjà, moi, j'ai été le seul, et elle-même, quand je l'ai interpellée, au début, elle a eu peur. Je peux comprendre.
Je peux comprendre qu'elle ait eu peur. Mais elle a tout de suite compris. Mais il y a personne qui réagit sur beaucoup de choses. Tu tombes par terre, tu te fais agresser, tu te fais casser la gueule. Les gens ne réagissent pas. Ils sont devenus couards, individualistes, lâches. Et je pense pas que c'est quelque chose de spécifique à cette époque. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Et c'est juste significatif. Je pense que le SDF, c'est lui-même, voilà, il s'est dit peut-être que je vais trouver un ami et on va forger une solidarité. Donc il est venu, il l'a vu, c'est lui qui a alerté. Mais malheureusement, les gens qui sont à l'aise, ils avancent, ils ont leur mallette et puis ils rentrent à la maison, ils partent au boulot et ils s'en foutent. Ouais, c'est terrible. Karim qui souhaite vous poser une question. Salut mon Karim. Salut Christophe, je vais commencer d'abord par un petit préambule. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu concernant la gauche. Je rappelle vite fait en 25 secondes que la gauche, elle a fait toutes les guerres coloniales, que ce soit l'Indochine, l'Algérie, la guerre du Golfe. Le seul moment où la France n'a pas été en guerre, c'était en 2003 et c'était la droite qui était au pouvoir. Et c'était avec, comment il s'appelle, qui a fait un bon discours à... De Villepin. Bravo, qui a fait un super discours à l'ONU. Mais bon, à part ça, moi je suis quelqu'un foncièrement de gauche, depuis que j'étais étudiant, j'ai toujours été à gauche, mais je le suis de moins en moins. Le seul problème, c'est que la gauche, c'est vrai, moi j'ai longtemps milité au Parti Socialiste, mais quand j'ai vu qu'elle pouvait engendrer un monstre comme Valls et le mettre Premier ministre alors que la haine des musulmans se lit dans son regard, ça m'a extrêmement déçu. Mais moi, je voudrais vous dire qu'en 2000, c'est vrai ce que vous dites que Taubira elle s'est présentée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait il y avait Chevènement qui a fait 3%. Si Chevènement ne s'était pas présenté, il passait l'autre Jospin. Donc entre Chevènement et Taubira, on ne sait pas lequel l'a fait chuter. Mais moi, ce que je voudrais vous poser, c'est une question très simple. On est tous déçus de la gauche. Ça, c'est vrai, parce que les promesses non tenues, voilà. Il y a eu des hommes de gauche, mais ils n'avaient pas les moyens de tenir leurs promesses. Mitterrand, je me souviens, quand il nous racontait qu'il avait donné le droit de vote à nos parents, etc., etc. Mais le problème, qu'est-ce que la droite a fait ? Était-il de gauche, Mitterrand ? C'est là la question. Qu'est-ce que la droite a fait pour nous autres musulmans, les ostracisés de cette République, les discriminés, et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire ? Moi, quand j'entends moi, je suis plus de gauche, franchement. Mais quand j'entends le discours de la droite... Mais je peux pas voter pour eux, parce que ils me rappellent sans cesse, que ce soit Valérie Pécresse ou les autres, que je suis un citoyen de seconde zone. Et Christophe, 2 mots s'il te plaît, je te remercie de ne pas me couper la parole. Tu sais, hier il y avait Pierre-Henry, il a parlé, et c'est vrai, il avait raison qu'il fallait pas s'en prendre à un monsieur qui s'appelle Amine, je sais pas quoi, là, qui a fait le truc sur M6. Le reportage M6, oui. Mais moi, cette violence que ce monsieur subit, bien sûr, faut la condamner. Mais personne ne parle de la violence de ce reportage, parce que je vais vous dire, quand vous voyez ce reportage, mettez-vous à la place des gens qui s'appellent Kader, Farid ou Mohamed, qui cherchent un logement, qui attendent une réponse pour un boulot, qui attendent une réponse pour un stage. Eh ben, ce genre de reportage, ça diminue ses chances de 70-80%. Et ça, c'est une violence qui s'adresse à des millions de gens qui ne l'ont pas provoqué, contrairement à ce type qui se plaint de violence, mais il n'avait qu'à pas la provoquer. Moi, quand j'entends ce genre de reportage et que je pense à mes neveux et nièces qui galèrent pour des stages, qui galèrent pour des logements, je sais qu'avec ce genre de reportage, ça va repousser de plusieurs mois leur possibilité d'avoir quelque chose. Est-ce que je peux vous répondre ? Oui. Et personne ne parle de cette violence-là. Nabil. Oui. Alors déjà, je voudrais vous répondre. La réponse, elle n'est pas forcément dans un discours politique, dans un discours, qu'il soit de gauche ou de droite. Il est dans l'action d'un programme qui est défini. Et ma préférence d'être centriste ou d'être de droite, dans l'écoute de tout en restant pragmatique, c'est, vous savez, on est considéré, en fait, l'état d'esprit de la droite, c'est souvent des anciens industriels. C'est par le travail. Faut pas oublier que si aujourd'hui on est là, c'est qu'on a été chercher nos parents pour venir travailler dans un travail de reconstruction. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, tant qu'on me donne des outils, qu'on me donne du travail, qu'on me forme à ce travail et que je puisse gagner ma liberté, parce que vous le savez aujourd'hui, la liberté, elle est pas malheureusement, elle est pas dans l'idéologie ou dans la philosophie, elle est dans le statut. Et écoutez bien, et
donc pour contrer un peu ce discours victimaire que oui, parce que je m'appelle Mohamed Mamadou ceci, j'ai du mal à trouver un travail, j'ai du mal à trouver ci. Moi, j'y crois pas. Je pense que dès lors, ça existe. Ça existe. Mais ça, c'est pas la globalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la globalité. Et surtout dans un pays comme le nôtre, qui est la France. Dès lors que vous avez un statut, un travail, et vous pouvez justifier du fait de pouvoir payer tel loyer ou ceci, cela. Et je connais fortement les contraintes qu'il y a en France d'avoir un accès au logement, les difficultés qu'on demande. Et ça, j'espère qu'il y aura des réelles réformes. Et en plus de ça, je salue un des hommes politiques qui avait beaucoup travaillé là-dessus, qui était Jean-Luc Bourlot. Mais malheureusement, voilà, le projet Bourlot est tombé à l'eau, malheureusement. Donc, pour revenir sur une chose, c'est que la droite, effectivement, moi je l'écoute plus parce qu'elle nous considère pas comme des gens de seconde ou de première zone, mais il faut se mettre à leur place. Ils sont restés enfermés dans un combat d'une dualité avec la gauche, où la gauche nous a enfermés dans une forme de moralisation, d'assistanat, où tenez, non, ne parlez pas, contentez-vous de petites subventions, d'aides, de minima sociaux, restez dans votre ghetto, et nous on s'occupe de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, je vous donne juste un exemple. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la droite? Non, mais moi, je vais vous le dire, ce qu'elle a fait la droite. Et je vous le dis, c'est pas dans le discours. C'est qu'à nous ouvre un boulevard. Excusez-moi. Mais je vous donne juste un exemple. Vous prenez, des hommes politiques de droite, issus de l'immigration. Eh ben, ils ont été beaucoup plus dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, mais oui, mais attendez, mais bien sûr que oui. Il y avait une réelle meilleure diversité et attends, à droite, moi je vous parle de ce que je sais. À droite, quand vous avez un homme politique issu de la diversité qui est à droite, eh ben sachez une chose, que c'est pas juste un porte-étendard, c'est pas un robot de service, c'est souvent quelqu'un qui est là avec des réelles compétences. Et ce que je vous dis, c'est concret. Malheureusement, les gens que vous avez souvent à gauche, bah souvent c'est juste des gens, c'est des coquilles vides et ils sont là et que ça soit pas seulement des élus nationaux. Allez vous promener un peu. On verra quand la droite sera au pouvoir, notre statut s'améliore. Mais non, mais elle est déjà au pouvoir. Mais oui, il a raison. Moi, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes monsieur, vous êtes conditionné comme un homme de gauche. Il faut se déconditionner. Moi, je vais essayer de répondre à monsieur. Rappelez-moi juste son prénom. Karim, cher Karim. En fait, il y a, si je peux me permettre, il y a deux éléments. Il y a qu'est-ce qui distingue la gauche de la droite. Moi, je vais vous répondre pour les enfants d'immigrés que nous pouvons être. Et la deuxième chose, c'est le fameux reportage et notamment le discours à droite. Donc pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qui nous différencie de la gauche de la droite? Pour une raison pour moi très simple, c'est que quand on est enfant d'immigrés, c'est que en fait on a quitté, enfin nos grands-parents ont quitté le pays d'origine, non pas par plaisir, parce qu'ils faisaient du tourisme, mais essentiellement parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ou en tout cas, les a fait venir surtout. Hein. Oui, tout à fait. On les a fait venir. Oui, d'accord, pas de souci. On les a fait venir, mais ils sont venus travailler. Et eux et nous sommes encore dans une logique d'évolution sociale. La gauche, c'est quoi? La gauche, en fait, en réalité, la gauche moderne, c'est-à-dire sous Mitterrand essentiellement, c'est la notion d'égalitarisme. C'est-à-dire que on veut que tout le monde soit pareil. Sauf que eux le sont pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, la gauche, c'est une certaine bourgeoisie de gauche qui parle pour les autres, mais pour eux, en réalité, c'est jamais comme ça. Par contre, la droite, paternalisme, bien sûr, le paternalisme qui va avec, etc. Mais la droite au sens large, je mets dedans le centre droit, attention. Hein. La droite, elle est dans une logique individualiste où elle te dit, voilà, vous avez la possibilité d'évoluer. Merci. Wow. Etc. Il y a une différence malgré. Merci Karim, merci, faut qu'on avance les enfants là, il est 17h. Hein, non, mais j'aurais bien voulu parler du reportage. Tu vas dire dans un instant, je te fous juste un petit peu de Banque Populaire et puis on y retourne, hein, évidemment. Oui, forcément. Ah, Banque Populaire, c'est ma banque. Farid, donc tu voulais reparler du reportage, on a beaucoup débattu, beaucoup parlé depuis dimanche. Parce qu'en fait, l'auditeur fait référence au reportage. Oui. À écouter, bon, il est plus là, donc du coup, je vais... Si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, il faut pas montrer ce type de reportage. Ouais. Parce que, en fait, ça va nuire à tous les autres. Mais moi, je suis contre cette logique-là. Si le reportage, il est fait, il n'a pas été inventé, le reportage. Il y a des réalités, que ça nous plaise ou non. C'est pas une fiction, c'est pas une fiction. Ça m'emmerde profondément, mais ça existe. Et lui, il parle de ses neveux et ses nièces, où je peux parler des miens également, et il a complètement raison, ça nous salit. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est de province ? S'il est de province, peut-être qu'il se sent touché parce que en province, je suis désolé de le dire, je veux pas faire de discrimination, mais je viens de la province. Les gens sont un peu narvalos. Ils regardent ça
et ils catégorisent. Mais pas qu'en À province. Paris, franchement, Même à Paris, moi je viens de Cannes. Mais va dans le Je viens de 7e, Cannes. partout. Je viens de Cannes, de Mandelieu, de Nice. Pour Belgique, Là-bas, c'est c'était Bagdad. Zemmour avant Zemmour. Avant Zemmour. Moi, ce que je peux te dire, c'est que moi, Paris, le racisme, je le vois pas. Non mais Perso, hein. messieurs. Oh, il existe à Paris, il existe aussi à Messieurs, Paris. Je le vois pas trop. juste une chose. Mais en attendant, il faut Chut, comprendre qu'un documentaire Ouais, comme ça les qui nous affecte. parle. S'il vous plaît. En province. Je crois que je vais avoir du mal avec eux, hein. Mais bon. Non, sur le reportage, moi, plutôt de dire effectivement ça nuit. Et c'est vrai que l'image qui est renvoyée, c'est terrible parce qu'on généralise après toute une communauté. Moi, c'est toute cette scénarisation autour, c'est-à-dire que la musique qui fait peur, le truc, tu vois. Voilà, ça, c'est le jeu médiatique. Bon, Ça, c'est c'est un le jeu peu, médiatique, c'est un peu ouais. abusé. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas de savoir, bon, effectivement, si ça va avoir des répercussions, des conséquences, c'est que ce genre de problème existe. Mais bien sûr. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Et on fait quoi? On ferme les yeux? Bah voilà, c'est ça. Apparemment, faut rien fait- dire parce qu'il y a une petite minorité effectivement qui se comporte de la sorte. Moi, quand je vois cette école où il y a des gamines de 9 ans qui sont voilées, qui sont et qui sont séparées, Moi, je suis contre. garçons, filles, Vraiment, hein. dans les classes, etc. D'ailleurs, elle est sous le coup de la fermeture, cette école à Marseille. j'espère qu'elle va fermer. Quand on voit que dans une librairie de Roubaix, on vend des livres dans lesquels on considère la femme comme un objet, c'est inquiétant. Ah, Christophe, voilà. Tout à fait. Christophe, je peux dire un truc? Oui, Farid. Après, on passe à autre chose pour qu'on s'occupe des. Moi, je pense Hidalgo. qu'on peut remercier M6 pour une seule chose. C'est de ne pas avoir fait passer ce reportage la veille de l'élection présidentielle. Parce que les gens là qui se plaignent, etc. C'est tout comme. Non, je peux vous dire que alors, c'est tout peut-être comme. qu'il y en a d'autres en préparation, mais moi je pense que comme l'a dit Christophe, il De faut la pas. Villardière, c'est pas un mec de gauche. C'est pas de la Villardière, arrêtez de dire que ça. Arrêtez. C'est zone interdite, ça n'a rien à voir. Il faut pas se voiler la face. Moi j'ai regardé le reportage. Oui, moi aussi. Il y a des choses qui sont choquantes. Bien sûr. Et parfois sans s'en rendre compte. Quand le directeur de l'école fait référence au fait qu'on mélange pas les garçons et les filles, et qu'il dit et que la journaliste lui dit aujourd'hui, mais en France c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui, et le mec ose quand même lui dire oui mais à l'avenir c'est comme ça que ça va venir. Oui, c'est vrai. De manière sincère. Sincère. Mais vous pensez que musulman pas musulman, celui qui regarde ce reportage là il va penser quoi? Il va mais moi ça me fait flipper. Moi ça me dégoûte, même je vous le dis. Le reportage ou dans le restaurant à Roubaix où en fait il met des box pour les femmes pour qu'elles puissent se dévoiler, mais c'est de l'hypocrisie totale chez ces musulmans là. C'est-à-dire que tu veux pas croiser les gens, reste chez toi. Ah, je veux sortir manger au restaurant, mais je veux m'enfermer dans une case. Mais c'est complètement hallucinant. Et il faut pas s'étonner que ensuite vous avez des gens qui surfent là-dessus et qui font un projet politique pour évacuer tout ça. Et puis alors moi j'ai un gros coup de gueule à passer puisque voilà on en parle rapidement. Petit aparté, Christophe, il y a Pascal Blanc qui nous suit. Pascal Blanc. Voilà, l'ancien maire de la ville de Bourges. Voilà. Ah bah bonjour monsieur le maire de Bourges. Bonjour monsieur Pascal Blanc. Moi ce qui m'horripile là, j'en peux plus. Je vous le dis honnêtement, ces militants à 2 balles là, qui sont crédités de quelques abonnés sur Twitter et qui se la racontent avec ça et qui entretiennent ce sentiment de victimisation. Mais bouclez-là 5 minutes, arrêtez, vous êtes payés. Ils boucleront pas, voilà. Christophe. Ça eux, ils vivent de ça. C'est du business. Énervant. Vous êtes qui? Vous avez aucune légitimité. Hein, vous vendez de l'islamophobie à toute épreuve. Vous êtes même pas. Bah, quand on voit qui vous êtes et comment vous habillez, arrêtez, ça devient de l'escroquerie intellectuelle. On a Karim du Havre qui nous appelle. Salut mon Karim. Salut mon Christophe, je t'écoutais quand tu parlais de ça. Moi je reviens sur l'émission qu'il y a eu dimanche soir sur Interdit. Ouais. Je crois que je vais me mettre tout le monde à dos, mais je le pense pas. On dirait Coluche qui parle. T'as la voix de Coluche mon ami. Vas-y Karim. Merci Tarek. C'est Nabil. Allô. Oui, vas-y, Karim. Quand il y a des élections qui arrivent, ils nous mettent toujours des trucs comme ça, quoi. C'est pas vrai. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, c'est pas chaque. Mais non, c'est pas. Si, t'as raison. Si, t'as raison. Si. Mais c'est pas avant, c'était le droit de savoir. Et puis ils ont raison de faire ça. Non mais avant, c'était le droit de savoir. La communauté musulmane en France parlez trop pas en même temps, passive. vous croyez où là? C'est pas une honte. Je peux poser une question à Karim? Vas-y, pose une question, Farid. Il est du Havre, hein, c'est ça? Oui, il est du Havre. Est-ce que il est du Havre, c'est ça? Oui. Je suis du Havre. Edouard Est-ce que je peux poser une question? Au Havre, en fait, il y a une grande culture docker. Parce que tout à fait. Voilà. Et donc le recrutement chez les dockers, historiquement, il était fait par les syndicats. D'accord, je suis d'accord avec toi. Voilà, très souvent des syndicats de gauche. Je voulais poser la question, c'est est-ce qu'il y a des enfants d'immigrés qui arrivent à intégrer des emplois de docker au Havre? C'est compliqué. Oui, j'en connais quelques-uns. D'accord.
Ok, c'était ça la question. Bon, ouais. C'était la réponse. Ouais, non, mais c'est une vraie, non, mais c'est une question pertinente. Voilà. Merci beaucoup, mon Karim, en tout cas, pour ton appel. Merci en tout cas de la réponse. Voilà. Allez, il faut qu'on avance là. Allez, on est super en retard. Vous êtes incroyable. Anne Hidalgo, elle était l'invitée ce matin de Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été un peu malmenée. C'était en fin d'interview. Apolline a dégainé. Écoutez. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, la campagne de François Hollande, un meeting au Bourget. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ça, c'était la campagne de François Hollande. 10 ans, jour pour jour, même département, votre meeting. À chaque échéance, on m'a donné battu, exclu, illégitime, renvoyé à l'opposition. À tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves! On n'est pas tout à fait dans la même tonalité. Il y avait quand même nettement moins de monde. Qu'est-ce qui s'est passé sous Covid, on est sous Covid. Non, mais vous ne pouvez pas dire un coup, la campagne n'a pas commencé, un coup c'est à cause du Covid. Écoutez, d'abord, il y a une situation politique, d'explosion politique en 2017, avec la gauche qui s'effondre, avec François Hollande qui n'est pas candidat pour défendre son bilan et à sa réélection, avec une gauche qui s'est émiettée, qui s'est divisée, une droite qui était aussi très mal en point, qui se reconstruit un peu plus rapidement que nous, peut-être. Donc il y a cette situation politique, et je la vois avec lucidité, qui s'est passée aussi dans d'autres pays européens. Mais ils sont où, par exemple, vous avez vu dans ces images, on voit le premier rang du meeting de François Hollande. Oui. Ils sont où ceux qu'on appelait les éléphants? Il y a plus grand monde pour vous soutenir? Je ne vous laisse pas dire ça, parce que vous savez, d'abord, j'arrive dans un moment, souvent les femmes arrivent dans des moments qui sont des moments difficiles pour relever le flambeau. J'arrive dans un moment où moi, je suis en situation de pouvoir parler et rassembler. Ce que je rassemble, c'est rassembler toute une nouvelle génération, toute une nouvelle génération de maires, d'élus, cette équipe de France des maires qui a prouvé dans les élections locales qu'ils étaient là, qu'ils avaient conquis la confiance de nos concitoyens et qu'ils avaient même réussi à élargir leur majorité. Et puis j'ai avec moi des personnalités, des anciens ministres. Je suis très heureuse d'avoir deux belles personnalités qui sont à mes côtés dans cette campagne, qui m'inspirent et qui participent à cette campagne au quotidien. Martine Aubry et Bernard Cazeneuve, mais beaucoup d'autres aussi. Voilà, Anne Hidalgo un peu malmenée ce matin chez Apolline de Malherbe. Elle rassemble. Elle rassemble qui aujourd'hui, Anne Hidalgo, Tarek? Malheureusement, elle ne rassemble plus personne parce qu'elle a fait la connerie de rassembler le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts, qui se sont servis d'elle comme cheval de Troie pour faire passer plein de choses horribles. Et la chose la plus horrible, c'est ce qui a détruit limite Paris avec cette insécurité, cette toxicomanie, ce deal de drogue à travers une Anne Souris maintenant qui a montré son vrai visage en soutenant Yannick Jadot. Et c'est un cumul d'erreurs qui s'est fait déjà de toute façon avec François Hollande, qui avait déjà fait fixer une entente avec Europe Écologie Les Verts et d'autres partis. Et elle traîne ses casseroles et elle prend en fait le fardeau des erreurs des partis de gauche qu'elle a rassemblés avec elle. Et aujourd'hui, elle est devenue la cible facile des journalistes. Parce que jamais on se permettrait de faire ça avec un autre candidat. Au contraire, on va essayer de le piquer. Mais Hidalgo, maintenant, a trouvé ce statut, justement, d'être un petit peu la victime la des risée, journalistes. Voilà, la risée. C'est vrai, Anne Hidalgo est un peu la risée des médias, Farid, non? Ça en devient même un peu gênant, non? Oui, c'est gênant. Après, elle l'a cherché. Souvenez-vous, elle voulait annoncer sa candidature le plus tard possible. Oui. Elle est toujours maire en exercice de la plus grande ville de France. Donc, je pense que ceux qui l'ont poussée aujourd'hui, qui sont à mon avis éloignés d'elle, lui ont pas rendu service. Et elle voulait, d'après ce que je
maîtrisait comme information, en tout cas, elle voulait trouver une astuce pour pouvoir sortir de ce guet-apens. Finalement, elle peut pas, donc du coup, elle va devoir, pour l'instant en tout cas, risque d'aller jusqu'au bout. Mais elle risque surtout de définitivement enterrer le Parti socialiste. Le Parti socialiste, oui. Exactement. Oui, absolument. Nabil, t'es d'accord avec ça ? J'ai rien à rajouter. Très bien. Eh bien, on enchaîne avec... Si, elle a rassemblé son ego. Quand tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a rassemblé ? Moi, je parlerais plutôt de son ego. Très bien. Fabien Roussel, vous connaissez, candidat du Parti communiste, serait bien vu à droite. Il suffit de reprendre un peu de ses déclarations et la dernière en date, notamment hier sur France Télévisions. Écoutez. Et oui, il y a en France une menace issue venant de réseaux terroristes, islamistes, djihadistes, qui font de la religion un projet politique et qui sapent toutes les valeurs de notre République. Nous ne devons pas céder d'un pouce à toutes leurs tentatives, et parfois effectivement insidieuses. J'ai vu ces poupées sans visage vendues à Roubaix. Alors là, vous faites allusion, je vais préciser, à un reportage qui est passé sur M6, c'est ça, le week-end dernier. Pardon, il en a parlé, je crois. Oui, rapidement, c'est pour ça que je me permets de sous-titrer. Et donc c'est horrible. C'est horrible. Alors, il n'y a pas le moyen d'interdire la vente de ces poupées, mais je demanderais, par exemple, à ce que les renseignements généraux mettent un petit peu leur nez sur ceux qui sont derrière, comment c'est financé. Je pense qu'il y a un moyen de lutter contre ces réseaux djihadistes. C'est de les taper au porte-monnaie. Il faut vraiment qu'on mette... quand je dis qu'il faut reprendre le pouvoir sur les banques, c'est aussi de prendre le pouvoir sur leur source de financement. Cet argent... Islamistes, banquiers, même combat. Cet argent, il passe bien quelque part quand même. Vous connaissez ces cartes prépayées qui permettent de retirer des sous, et on a vu qu'ils ont utilisé ça pour financer l'achat de matériel, etc. Il va falloir qu'on mette le paquet là-dedans. Et puis, il y a ces quartiers abandonnés par la République et qui sont pris parfois, ça permet à des réseaux islamistes de s'installer et puis là, de proposer, l'air de rien, des devoirs à l'école, des devoirs à la maison, etc. Il faut que l'État, la République, reprenne la main dans ces quartiers. C'est pour ça que j'ai développé l'idée non seulement de remettre en place une police de proximité, de donner des moyens aux enquêteurs pour déjouer ces trafics, mais aussi de remettre des services publics, s'il vous plaît, remettre de l'école, remettre de la culture, remettre du sport, remettre de la vie, redonner des moyens aux communes, aux associations qui sont d'une richesse si précieuse pour faire reculer ces formes de fascisme. Moi, je le dis, ce sont des fascismes, et que ce soit la République qui reprenne pied dans tous les quartiers de notre pays. Alors c'est un peu fort de café d'entendre Fabien Roussel nous parler de quartiers abandonnés, alors que la plupart des quartiers abandonnés, les communistes étaient au pouvoir. Franchement, j'ai un peu de mal avec ça. Local, parce que, le communiste local, qui a fait preuve d'un clientélisme absolument. Oui, tu as raison. Mais son discours, pour moi, il n'y a rien à voir avec la droite, là. Non, mais tu sais que c'est le candidat qui est aimé par la droite, Fabien Roussel. En fait, c'est là que les gens ça, c'est une caricature. Oui, mais c'est une caricature, mais n'empêche que voilà. Tout ce qu'il évoque, et tout ce qu'aujourd'hui, c'est ça, ce qui est marrant dans notre époque, entre guillemets, c'est qu'en fait, tous ces sujets-là, en fait, ce ne sont pas des sujets de droite. C'est historiquement des sujets purement de gauche. C'est vrai. La République, c'est pas la droite à la base. La notion de République, c'est une construction de la gauche. La Révolution française, c'est la gauche. Et effectivement, Roussel a un discours qui n'est pas islamo-gauchiste. Ça, c'est une vérité. Et qui a fait le partisan... Alors, il ne représente pas grand-chose. Mais Roussel, c'est le Parti communiste dans l'histoire de la République française. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, il fait le choix d'une lutte sociale et non pas d'une lutte ethnique ou de minorité. Ce que Mélenchon, ce que le Parti socialiste a toujours fait, et je rappelle pour nos auditeurs que c'est quelque chose qui est complètement acté en France par Terra Nova, qui avait conseillé notamment au Parti socialiste d'abandonner les classes populaires, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, pour les classes minoritaires, c'est-à-dire les musulmans, pour les LGBT, etc. Et c'est quelque chose qui est théorisé en Angleterre d'un député de gauche qui en fait avait fait le même chemin. Donc Roussel, en fait, il revient aux premiers amours de la vraie gauche en France, et malheureusement, c'est peut-être un des rares qui a un vrai discours de gauche. Il y a besoin aussi de faire un rappel sur qu'est-ce que le Parti communiste. Le Parti communiste, ou même le communisme, c'est la doctrine qui a un petit peu inspiré toute la gauche qu'on a.
faut pas se leurrer, hein, ils chantent tous l'international. Et l'international, c'est quoi? C'est la destruction non seulement des patries et des religions. Et le Parti communiste, pour avoir fait... de la création d'une uniformité. Voilà. Pour avoir eu affaire à plusieurs communistes dans ma vie, les communistes, même s'ils se montrent des fois arabophiles, excusez-moi du terme, ils détestent l'islam. Et quand ils peuvent taper sur l'islam, ils le feront. Et on a déjà eu plusieurs députés, plusieurs élus qui ont eu ce genre de discours qui était des fois apparenté à du racisme, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et vous avez même des élus communistes issus de la diversité maghrébine qui vont avoir le même discours. Non, mais ils ont le droit de... Est-ce que je peux apporter quelque chose là-dessus, parce que je vous écoute, mais je pense qu'on n'est que dans la forme. Si on parle réellement du fond, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, politique, républicaine et islam sont incompatibles. Parce qu'il y a une forme de politique aussi dans la doctrine... Dans la pratique de l'islam. Ah, si. Et la plupart du temps, de dire que les politiques n'aiment pas l'islam, c'est pas réellement vrai. Parce qu'ils s'en foutent, la plupart. C'est des laïcs et ils pratiquent pas, de toute façon. C'est qu'ils ont peur de l'islam comme une force politique, malheureusement. Parce que c'est une religion qui s'organise par elle-même et c'est tout à son honneur. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Mais les vrais... côtoyant, ayant eu comme adversaire pas mal d'hommes politiques de tous bords, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'islam, tout comme ils ne connaissent rien aux religions. La seule chose, c'est des éléments de langage, et la seule chose, ils ont pour adversaire la religion musulmane parce qu'ils la politisent, tout simplement. C'est tout simplement ça. Dans un instant, Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a eu cette déclaration dans le JDD. Il considère que Marine Le Pen est la plus dangereuse parmi les candidats de cette élection. On en reparle dans un instant. Est-ce que vous partagez son avis? A tout de suite sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Farid Tabsamani. Il est dans l'intelligence économique. Nabil Sama, il est dans les consultants. Et évidemment, consultant politique de la ville. Lauréat des talents des cités. Et Tarek Sassi, c'est autre chose, c'est du catch. Et aussi à la tête du collectif Paris Anti-Crack. Alors j'avais encore un petit truc à vous faire écouter dans le zapping quand même. Je me suis dit, est-ce que je le fais, je le fais pas? Oui. Hop, c'est là, voilà. Alors voilà, ce sont des femmes qui sont venues devant le Sénat et qui ont évidemment joué au foot. Pourquoi? Parce qu'elles dénoncent le fait qu'elles ne puissent pas porter leur hijab en compétition. Et elles sont venues, c'est un reportage du Parisien qui est assez bien fait, écoutez plutôt. On jouera, même si l'État ne veut pas, nous on jouera. Pour un football meilleur, même si l'État ne veut pas, nous on jouera. Je trouve ça dommage, je trouve que c'est du gâchis. Il y a du gâchis de talent, il y a des destructions de rêves. C'est ça, le sport c'est avant tout un plaisir. Et priver les femmes d'un plaisir pareil, c'est un droit fondamental, le sport. On est là pour le football, mais on est là pour tous les sports parce qu'on est là avant tout pour le droit en fait. C'est une question de dignité en fait. Personne ne doit choisir entre sa dignité et le fait de pratiquer du sport. Et en plus du football. On ne demande pas la lune, on demande juste de jouer. Alors voilà, ce sont ces femmes qui sont venues donc manifester devant le Sénat, puisqu'il y a un amendement en ce moment qui est proposé justement de vouloir faire interdire à ces femmes de porter le hijab donc lors des compétitions. Quel est votre avis, messieurs, rapidement là-dessus? Je crois déjà, je voulais souligner, c'est très touchant d'avoir écouté ces femmes. Et j'estime que le sport, tout comme l'art, tout comme la scène, tout comme un terrain de sport, c'est un espace de totale liberté. Et les règles sportives doivent être appliquées. Et si une femme veut jouer au foot avec un hijab, eh ben elle est dans son droit le plus légitime. Et vive le sport et vive les valeurs du sport. Moi, je pense qu'il ferait mieux de s'attarder à interdire les coupes bizarres sur le terrain, plutôt que d'interdire leur hijab. Ouais, Farid, ça te choque ou pas? Alors, premièrement, on n'interdit pas la pratique du sport pour ces femmes-là, mais la notion de compétition. Et en fait, elles vont avoir un souci en réalité, c'est que
parce qu'en réalité, c'est tout ce que les gens ne comprennent pas de ce pays-là. Mais à la décharge des gens, ça n'a pas été expliqué. Pire, on leur a vendu autre chose. Alors, je suis pas forcément favorable à cet abonnement-là, mais en fait, ce que chez les musulmans, en tout cas, on veut pas comprendre un truc, c'est que porter un voile, quel qu'il soit, c'est une notion religieuse. Jusqu'ici, je pense que tout le monde est d'accord. Et dans ce pays-là, depuis la Révolution française, et notamment la notion de l'évolution de la République française, donc une idée de gauche, on dit aux gens, tout ce qui est d'ordre religieux reste à la maison. C'est pour ça qu'en fait, c'est incompréhensible pour les uns et les autres. Et je peux comprendre ces femmes-là, malheureusement, et je me mets à leur place. Elles veulent pratiquer tout simplement et être épanouies à travers le sport. Mais ce qu'on leur a pas expliqué, et c'est pour ça que la correction va être de plus en plus violente dans notre pays, c'est qu'en fait, la notion religieuse, en fait, en France, elle doit rester, en tout cas, l'esprit de la Révolution et de la République française, elle reste à la maison. Et la difficulté, c'est que lorsque vous portez un voile, c'est que vous affichez une religion. Alors, il faut trouver un compromis. Et la difficulté, elle est là. Et alors, on en parle de tous ces footballeurs qui portaient des bandanas ou qui avaient... C'est religieux ou pas? Non, mais qu'est-ce qui dit que c'est religieux? Alors, qu'est-ce qui dit qu'un tissu est religieux? Non, c'est pas l'histoire de tissu. Regarde, t'as un bouc. Non, parce qu'on a eu ce intégriste. Non, oui, non, j'ai pas un bouc. Non, c'était une question que je pose. J'ai une petite beubare comme toi. Voilà. D'accord. J'ai une petite beubare, elle a dit. Non, mais parce que ça, en fait, on va mesurer les bébards. Non, c'est bien de le mettre. Il y a un mètre. En fait, non, parce que c'est très souvent un truc qui revient très souvent. Vous savez, il y a une mode, notamment chez les, on appelle ça j'ai oublié le terme précis. Les haters, où en fait, ils portent une barbe très longue, par exemple. Ouais. D'accord. Eux, on leur posera jamais la question. Non, les hipsters. Les hipsters, voilà. Merci Nabil. En fait, on leur posera jamais la question. Ils sont à l'antipode de Daesh. La même chose par quelqu'un qui affiche à travers cette barbe-là sa religion, en fait, n'a pas la même connotation. Je te parle là, je veux pas faire du juridisme gratuit, mais c'est un peu près ça. Le juridisme gratuit. Mais c'est un peu près ça. Tu m'enlèveras pas de l'idée, Farid, que quelque chose de religieux. C'est d'expliquer, j'ai pas dit. D'accord. Que quelque chose de religieux, c'est quelque chose qui a une inscription, c'est quelque chose qui a un signe religieux. Or, sur beaucoup de ces trucs-là, il y a rien. Ensuite, moi j'ai eu le cas. C'est pas religieux. Le voile, je suis désolé. N'importe qui peut se voiler. N'importe qui peut se voiler. Non, mais t'es à côté de la plaque. Non, raison. N'importe qui peut se voiler. Les femmes françaises se voilaient par tradition et non pas par religion. Ensuite, encore aujourd'hui, il y a des femmes françaises qui se voilent par tradition. Rentrons pas là-dedans. Donc ça ne veut rien dire. On a exclu des filles qui portaient des vêtements amples en disant que c'était des vêtements religieux. Ouais. Bon. Parce que ça l'était. Faut pas l'oublier. Non. Mais oui. Non. Chacun a le droit à sa pudeur. Alors, et chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Non mais j'accepte. Je le comprends ce que tu dis. Je t'explique comment est fondée la République française et pourquoi les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est tout. J'ai pas dit que j'étais. Non. Cherche bien les articles de loi. Abdel est avec nous. Dont les droits de l'homme universel d'Europe. Abdel, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est passionnant. Bon, écoutez, moi, ma mère porte le voile, mes soeurs portent le voile, mais il y a une chose que je voudrais dire aux femmes voilées. Je ne supporte pas quand elles disent « je le mets pour Dieu ». Je voudrais juste leur dire une chose. Dieu vous a rien demandé. Respecte, mais Dieu vous a rien demandé. C'est une décision humaine. Le jour où je verrai un fax, un téléphone ou un message en disant j'entendrai le Créateur dire « mettez le voile », là, je vous donnerai raison. Ouais, alors, je veux pas aller sur ce terrain-là parce que d'abord d'une. mais il a raison, il a raison. Il a pas raison parce que on n'est pas des théologiens d'abord d'une, et de deux, les femmes qui portent le voile, elles ont le droit de le porter. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Faut arrêter de stigmatiser. Mais attends. C'est bon, stop. Non mais après, t'as raison. Mais il a raison, mais tu viens de lui donner raison. Non, je lui donne pas raison parce que il dit voilà, Dieu leur a jamais demandé. D'abord, t'es pas théologien. Mais c'est la vérité. Là, sur ce coup, il a raison. Dieu, il leur a pas demandé. Mais il leur a pas demandé. Tu viens de dire la même chose. Elle le porte par elle-même. Tu vois. Non. Après, là où je pense que c'est un peu. Là, vous allez dans un débat où j'ai pas envie d'aller. Exactement. Non, mais t'as complètement raison. Merci. T'as complètement raison là-dessus. Moi, je peux comprendre ce qu'il essaye de faire comprendre. Après, c'est compliqué parce que en 2 secondes, tu peux pas. C'est à développer. C'est beaucoup plus complexe. Bien sûr. Merci Abdel, mais moi, je dirais pas qu'il a raison. Je laisserai les spécialistes en la matière pouvoir répondre à ce type de questions, en l'occurrence des théologiens. Vous savez, je me souviens d'ailleurs des paroles de quelqu'un que tu connais, mon Farid,
Mohamed Bajrafé, qui disait le Coran, ça se lit pas comme ça, c'est pas quelque chose. Voilà, il faut acquérir un certain savoir, et on peut pas se permettre de dire ce qu'il y a dans le Coran. Nous sommes musulmans à l'antenne ici, en tout cas, et on n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études théologiques pour savoir que c'est un sujet qui est en débat depuis l'existence même de l'islam. Ouais. Et s'il est en débat depuis l'existence même de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de verset ou de hadith extrêmement précis en la matière et qu'on est sujet à interprétation. Et Bajrafil, qu'on salue, a complètement raison. C'est quelque chose qu'il faut lire. C'est pour ça que ça m'embête en France, c'est qu'en fait tout le monde, parce qu'il se dit musulman, par définition, il va interpréter ce que lui qui veut. En réalité, l'islam, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce que veut dire, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de comprendre. C'est à la fois simple aussi. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Je suis d'accord. C'est ça, c'est ce que je veux te dire. Voilà. Ouais. Mehdi est avec nous. Salut Mehdi. Oui, allô, bonjour. Bonsoir Mehdi. Tu nous appelles d'où, mon Mehdi? De Marseille. De Marseille, Péchard, bien. Je vous appelle, en fait, je voulais intervenir sur le sujet sur un truc qu'il a dit tout à l'heure, votre invité, en fait, par rapport à les gens qui mettent des bandanas et tout ça dans le sport. C'est rien à voir avec avec le voile religieux, hein. C'est rien à voir du tout. Hein. Le mec, il peut l'enlever. Si on le demande, il enlève le bandana. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, ce que je comprends pas, moi, je suis un ex-musulman. Hein. Je suis un ex-musulman. Je comprends pas parce que dans le sport pour les femmes, normalement, c'est interdit dans l'islam. Et du coup, on trouve des femmes. Le sport est interdit dans l'islam. Après l'islam, c'est interdit. Non mais arrêtez de dire n'importe quoi. Non mais t'as eu ta théologie sur Kinder ou quoi toi? Mais dis pas de bêtises quand même. Après ma connaissance. Oui, non, mais il faut la revoir ta connaissance, Mehdi, avec tout le respect que je me permets. Wallah, c'est un fake. Mehdi, avec tout le respect que je te dois, il faut revoir ta connaissance pour le coup. Et c'est là la problématique. Et c'est ce pourquoi. T'as raison, Christophe. Non, mais c'est ce pourquoi je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Et en plus, t'as raison. Et en plus, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on est que des hommes. Voilà. En plus, pour parler du voile entre le divin et l'humain. C'est toujours les hommes qui en parlent. Mais arrêtez. Par contre, Christophe, il faudrait que tu fasses plusieurs émissions sur le sujet parce que c'est un vrai sujet. Tout entendu quand même comme connerie quoi. Le sport est interdit aux femmes, n'importe quoi. Qui est avec nous là? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ton prénom? Ouais, salut mon ami, comment ça va? Ça y est, là, dès qu'on parle de voile, ça appelle de partout là. Et puis c'est pas les femmes qui appellent d'ailleurs. C'est un sujet qui est. Ça serait cool qu'il y ait une femme qui. Ouais, vas-y, on t'écoute mon ami. Je vais juste revenir par rapport à votre auditeur qui parlait de signes religieux sur les terrains sportifs, terrain football ou n'importe quel sport. Et au jour d'aujourd'hui, on voit encore des joueurs en Ligue 1 qui font la croix avant d'entrer sur le terrain et qui font la croix quand ils marquent des buts. C'est un signe religieux, donc voilà. Le voile pour moi c'est peut-être un signe religieux, mais il peut être autorisé aussi bien que la croix, aussi bien que. Merci, bravo. Merci. Merci à toi mon ami. L'argument c'est de dire qu'en fait il faudrait interdire aux gens. Ouais, enfin faut tout interdire. Exactement. J'en ai marre de cette république qui voyons. C'est la philosophie même. Calmez-vous. Alors, moi je voulais poser une question à l'auditeur de Marseille, mais il est plus là, je crois. Non, il est plus là. Mais non, attends, au bout d'un moment, faut pas dire des conneries quand même. Hein. Bon, et vous savez qu'il est quasiment 17h39. On n'a absolument pas abordé les deux sujets qui étaient prévus. Je tiens à vous le dire. En même temps, Christophe, t'avais 3 invités. Lesquels je voulais parler de Darmanin là, qui s'inquiète de Marine Le Pen, et je voulais aussi parler de Martin Hirsch. Alors lui, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il veut peut-être faire payer les soins pour les gens qui sont pas vaccinés. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. Le LGF sur France Maghreb 2, on parle de tout dans cette émission et sans langue de bois, vous l'avez compris, mais comme j'aime à le rappeler, il y a des sujets sur lesquels j'aime pas trop m'aventurer parce que voilà, c'est d'abord des sujets qui se traitent pas en 2 minutes et c'est complexe. Et puis moi, dès lors qu'on s'en prend, si vous voulez, à une liberté de quelqu'un, que ce soit la femme, l'homme ou quoi que ce soit, ça me dérange un petit peu. Moi, je suis plutôt favorable à ce que chacun, en respect de la loi, puisse faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de porter, il le porte. Moi, ça m'a jamais gêné. J'ai été à New York. À New York, tu peux aussi bien des filles qui sont voilées que des filles qui sont en mini-jupe ou que tu vois le mec en train de faire du vélo en caleçon. Ça dérange personne. Moi, personnellement, voilà, je suis dans cette optique-là et j'aime pas, si vous voulez, qu'on s'en prenne, qu'on juge. On le fait déjà bien trop dans d'autres médias et j'ai pas envie qu'on le fasse ici. Non. Et qui plus est, si on doit le faire,
on le fera en toute transparence avec des gens qui sont calés. Je dis pas que vous n'êtes pas calés, mais qui sont calés. Voilà, beaucoup moins. On est un peu décalé. Vous êtes décalés complètement. T'as raison. Il y en a, ils sont tellement pauvres, ils sont nord pas de calés. Non, mais l'idée n'est pas de juger. Bien sûr, non, mais t'as complètement raison. C'est tout à ton honneur. T'as raison. On peut pas traiter ce type de sujet en 2 minutes. L'idée n'est pas de juger qui que ce soit. L'idée, en tout cas, c'est d'amener un certain nombre de pédagogie, d'expliquer aux gens pourquoi des gens raisonnent comme ça. Moi, mon combat, il est juste là-dessus. Il n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, même ma mère, mes sœurs sont voilées, j'ai aucune difficulté là-dessus. Je mets au défi elles sont discriminées quand même dans ce pays. Il y a eu des agressions de femmes voilées. Mais tu as complètement raison. Scandaleux. Et elles seront malheureusement de 300% d'actes islamophobes. Et moi, j'en veux beaucoup. On parlait tout à l'heure de la gauche. Ouais. Moi, j'en veux beaucoup à la gauche mitterrandienne qui a fait croire à tous ces gens-là que ce pays-là, c'était d'une certaine manière possible. Mais en réalité, la philosophie même de ce pays-là, elle est complètement différente. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a un retour de bâton. Et 2022, ce n'est rien par rapport à ce qui risque d'arriver sur ces sujets-là. La difficulté, elle est là-dessus. Tu as parlé notamment de New York, Christophe. Ouais. Que j'ai kiffé. Hein. Non, mais tout le monde... J'ai kiffé cette ville. Mais les États-Unis d'Amérique, c'est un pays multiculturel. Ouais, je parle de New York parce que j'ai pas fait le reste, donc je peux pas parler de ce que j'ai fait. Il y a une liberté religieuse là-bas, il y a une liberté religieuse. Je te le dis, les États-Unis d'Amérique est un pays neuf qui sont construits sur le multiculturalisme. D'accord ? La France n'est pas construite là-dessus. La France, si tu dois comparer la France, tu peux la comparer par exemple à un pays comme le Maroc ou la Tunisie. Ce sont des vieux pays qui ont une culture propre et qui justement évoluent d'un point de vue démocratique. Et la France, en fait, elle a créé une notion qui est un modèle effectivement qui est critiquable. J'ai pas dit qu'il était parfait. D'ailleurs, pour les gens qui ne le savent pas, mais pour la petite histoire, qui est issue de l'islam. En réalité, qui a créé ce qu'on appelle l'universalisme. Et l'universalisme, c'est quoi ? C'est pas l'individu qui compte, c'est la société qui compte. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on se plante là-dessus, très souvent. Bon, il est 44, les enfants. Rapidement, mais alors très très rapidement, c'était ce dimanche, voilà ce que dit Darmanin, c'est la plus dangereuse, en parlant de Le Pen, pour le pays. Si jamais Madame Le Pen arrive aux responsabilités, ce sera la discorde nationale, puis la guerre civile. Donc, le camp Macron, peut-être, refait sa rivale numéro 1. C'est quoi votre analyse, messieurs, rapidement ? C'est purement stratégique ou ils savent que si Marine Le Pen se qualifie au second tour, c'est a priori Macron qui gagne ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vive inquiétude quant à la présence de Marine Le Pen et de ce qu'elle peut engendrer derrière ? Je pense que tu as raison sur la première analyse. C'est-à-dire ? Qu'il faut absolument, pour Macron qu'il soit réélu, il faut qu'il y ait Marine Le Pen en face, tout simplement. Pour créer une sorte de barrage républicain, tu vois. Un front républicain. Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que Marine Le Pen, pour vous, représente le danger numéro 1 non, quand on voit un petit peu le casting qui nous est proposé là. Mais non, puisque de toute façon, c'est une création, comme tout à l'heure tu disais, ce qu'il faut savoir, c'est que le Front National, c'est un outil politique qui n'a pas pour but de gouverner la France. C'est François Mitterrand. Le Front National, pardon de te couper, qui est jamais aussi fort lorsque la gauche est au pouvoir. Voilà, parce que c'est François Mitterrand qui a créé le Front National, tout simplement pour. Et c'est un outil, mais c'est pas un outil qui est fait pour. Là où potentiellement il peut avoir raison, Darmanin, c'est qu'en fait aujourd'hui la candidature d'Éric Zemmour, qui est beaucoup plus à l'extrême droite que Marine Le Pen. C'est clair. En réalité... Il a fait même passer pour quelqu'un de sympathique. Exactement. Et en fait, les gens ne le savent pas. Enfin, certains, si, les gens qui votent le savent. Mais Marine Le Pen, c'est la première candidate de l'électorat populaire. C'est la première candidate des jeunes. Il faut bien le comprendre. Et là où il a raison Darmanin, c'est que avec une candidature de Zemmour très à droite, extrême droite comme pas possible, en réalité, il la rend quasiment sympathique. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que malgré tout, ça reste l'extrême droite, Marine Le Pen. Bien sûr, ça on l'oublie pas, bien sûr, mais ça reste d'extrême droite et ça inquiète en tout cas. Rien d'autre à rajouter sur Darmanin et sur ses inquiétudes ? Darmanin, personnellement, il faudrait qu'il se rappelle qu'il a eu des déclarations bien plus pires que Marine Le Pen. Et que il l'a trouvé trop molle déjà. Et Marine Le Pen... Rappelez-vous, sur France 2. Oui, bien sûr. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, elle essaie de montrer un visage doux tout en cachant son programme. Mais... comment dire, la rivalité Marine Le Pen, Éric Zemmour, c'est un peu la rivalité qu'on avait à l'époque de... j'ai oublié son nom. Le maire de Toulon ? Non, le maire d'Orange ? Non, le rival de Jean-Marie Le Pen ? De Jean-Marie Le Pen qui... C'est le maire d'Orange ? Non, celui qui est retourné à l'inspection des finances. Bruno Maigret. Voilà, bravo, merci. Bruno Maigret qui avait des spots présidentiels. Je vous invite à regarder ces spots présidentiels, vous vous tapez des barres de rire aujourd'hui. Et c'est un petit peu ça. Mais aujourd'hui, quand on cumule le nombre
de liste qu'il y a au niveau droite nationale et comment on a torpillé et puis comment aussi on a poussé un Éric Zemmour, je pense que Darmanin fait beaucoup de cinéma et que surtout ses déclarations, ses décisions et son mépris, il est bien plus pire aujourd'hui que ce que peut représenter Marine Le Pen qui... malheureusement, avec aujourd'hui de toute façon le système est tel que établi la politique et la République française ne passera jamais. Mounir est avec nous au standard. Bonsoir Mounir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir Mounir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, je précise tout de suite, je ne suis pas extrémiste de très très loin, mais je tiens à faire part d'une petite remarque. Bon, évidemment, tout le monde sait que notre communauté musulmane est attaquée H24 à tout point de vue, et je voulais préciser qu'on était presque nos propres ennemis, parce que quand j'entends des Maghrébins, voire donc des musulmans critiquer le voile, etc., ça me met, mais alors, plus qu'en colère. Et je voulais vraiment apporter mon soutien à toutes ces femmes qui sont très, très courageuses de porter le voile, parce que nous, on est des hommes, on ne sait pas ce que c'est, mais quand on est à la place d'une femme qui porte le voile et qui marche dans la rue, qui est regardée, presque on lui crache dessus, et ben, honnêtement, moi, je leur tire mon chapeau. Il y en a une qui a été poussée dans les rails d'ailleurs. Votre voile, si vous le souhaitez, gardez-le, ne le retirez pas, quoi qu'il en soit. Et une dernière chose, Christophe, j'ai vu le reportage, tu sais, sur M6, hein, je crois, c'est ça ? Oui. Bon, alors évidemment, ces histoires de poupées sans les yeux, sans le visage, on en pense ce qu'on veut. Mais il y a une chose quand même que j'ai remarqué personnellement, et je pense que tout le monde l'a remarqué aussi, c'est qu'il y a une communauté qui est visée essentiellement, c'est la communauté musulmane. Alors, je précise, je n'ai rien, mais strictement rien contre la communauté juive, mais on a des pratiques qui sont presque similaires, parce que d'après ce que j'ai entendu, alors que Dieu me pardonne si je me trompe, mais je crois qu'ils ont aussi, du côté de la communauté juive, des pratiques plus ou moins similaires. Ce qui m'étonne, Christophe... Rapide, parce que j'ai la pub, moi. Non, mais juste pour terminer, c'est que la communauté juive que je respecte, et évidemment, je ne veux pas qu'on les attaque comme on attaque les musulmans, mais eux, par contre, ils ne sont jamais attaqués. Au contraire, ils sont défendus par tous les politiques. Merci Mounir, désolé, j'ai la pub. Et dans un instant, j'aimerais qu'on parle de Martin Hirsch, quand même, et sa déclaration. Il s'interroge sur le fait de rendre gratuits les soins pour les non-vaccinés. À tout de suite. Le grand forum depuis 16h avec Farid Tamsamani qui est dans l'intelligence économique, avec monsieur Nabil Sama qui est consultant en politique de la ville, lauréat des talons des cités, et Tarek Sassi, catcheur international tunisien et aussi à la tête du collectif Paris Anti-Crack. Je voudrais qu'on écoute Martin Hirsch. C'était hier sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Et ça fait le débat, ça fait le buzz, on peut le dire, depuis hier, cette intervention du directeur de la PHP. À tout de suite. Prévention, un instrument de prévention gratuit et disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile, y renoncer. Est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences, ou est-ce qu'effectivement on allie le fait qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences, alors qu'il va y avoir des conséquences sur les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien. En tout cas, on jouait le jeu jusque-là. Est-ce qu'on risque pas quand même d'aller trop loin si on franchit cette barrière ? Parce que pourquoi est-ce que après un fumeur ne paierait pas ses frais en cas de cancer du poumon ? Vous avez 1000 fois raison. Alors c'est pour ça que je trouve que le débat est délicat. Je trouve qu'il y a une très très grande différence et qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un sur un comportement, une addiction. Et je redis, le système de soins est ouvert à tout le monde. Mais je fais cette différence. Si on peut reconnaître qu'un système de dépistage, on doit tous les 5 ans le faire, est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement si on le néglige que quelqu'un qui ne le néglige pas ? Voilà, et vos questions montrent, et vos mots montrent que la question n'est pas évidente. Si je pose cette question-là, c'est que je ne voudrais pas qu'un jour, on se dise les dépenses de santé explosent parce qu'il y a toute une partie de comportements dits
irresponsable qui remettent en cause la solidarité de tous. C'est pour ça que dans cette tribune, je dis, je reviens à la source. C'est quoi la belle source ? C'est le Conseil national de résistance qui institue un système d'État-providence, etc., et qui aujourd'hui doit garder ces mêmes principes. Donc, on ne ferme la porte de l'hôpital et du soin à personne, mais d'être allié avec la responsabilité qui permet à tout le monde d'en bénéficier. L'interrogation de Martin Hirsch, en fait, je vais vous la faire simple. Est-ce qu'il faut rendre gratuits les soins pour les non-vaccinés dans ce pays ? Farid ? Moi, je suis contre ce qu'il annonce. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, mais voilà, ça fait débat depuis hier. Non, mais ça fait débat. Je sais pas pour. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un souci avec les non-vaccinés, mais c'est surtout pas comme ça qu'on va les ramener à la raison et à se vacciner. Il faut arrêter de pointer du doigt ces gens-là. Ces gens-là qui ne sont pas vaccinés le sont pas parce que ils ont des appréhensions. Ils ont fait un choix. Ouais. Je pense qu'il faut échanger avec eux, il faut débattre, il faut avoir de la pédagogie, mais sûrement pas les contraindre comme ça. Mais surtout si on met le point là-dessus, en fait, c'est un engrenage. Et on s'arrête pas, hein, parce que la réalité, c'est que t'as pas fait ton sport de telle heure à telle heure, bah écoute, on va te supprimer telle chose. Alors on l'a déjà fait, notamment sur un certain nombre de contrôles. Alors je compare, ça n'a strictement rien à voir, notamment sur les demandeurs d'emploi. Mais là, sur la santé, il faut pas embarquer, il faut pas s'embarquer là-dedans. C'est exactement la même chose qu'il a fait avec le RSA. Oui, mais c'est pour ça transformer le RMI en RSA, revenu minimum. Je sais plus c'était quoi, c'était revenu minimum insertion ou c'est ça. Oui, mais c'était un revenu légitime. Reste là-dessus, Tarak. Est-ce que ça te choque qu'on puisse émettre l'idée déjà de pouvoir faire payer les soins aux non-vaccinés ? Ils sont plusieurs dans le gouvernement à en parler. Pour les tests, par exemple, c'est ce qui se passe. Hein. Oui, bien sûr. Payer leurs tests, par exemple. Ah, oui. Ouais. Ils ont cette volonté et ils nous font, de toute façon, ils nous font contraindre. Voilà. Au lieu de convaincre. Voilà. Ils font que contraindre et ils ne se remettent jamais en question. Non seulement sur la gestion de la crise, c'est dommage qu'il n'y a pas Pierre-Henri pour que. Non, mais c'est bon, on a vu hier Pierre-Henri, ça va. Et il n'y a rien en fait qui fait que ce gouvernement se démarque dans cette gestion. Il n'y a pas que ce gouvernement non plus qui fait ça comme un bras cassé, mais. Au bout d'un moment, ils ne remettent jamais en question leurs décisions, leur manière de gérer, et ils ont un véritable mépris de la population. Et puis bon, surtout ce que je supporte pas, c'est les gens qui se sont vaccinés et qui viennent expliquer en disant oui, mais l'ARN messager, y a trop de gens qui se transforment en scientifiques alors qu'on ne connaît rien de ce vaccin. Oui. Nabil, là-dessus, sur les déclarations de Martin Hirsch. Je trouve que c'est rétrograde. Ouais. Ça apporte aucune solution à la problématique. Ça fait pandémie. Que stigmatiser une certaine catégorie de la population. Ça divise et ça crée du flou dans... Bon. Écoutez, j'ai pas envie de vous diviser, mais j'ai envie de vous dire au revoir, moi. Parce que c'est l'heure déjà.